Laurent Doré et Aymeric Monville. Aymeric Monville, Laurent Doré. Pas de préséance. Je vais les laisser se présenter eux-mêmes et manager eux-mêmes leur débat, puisque c'est un débat aussi... le choix est lié au fait qu'ils sont à peu près de la même génération, à peu près issus du même milieu, on va dire, de notre classe bourgeoise éduquée, classe moyenne, assez vaste pour nous recouvrir à peu près tous, nous qui sommes présents ici, mais ils sont un petit peu dans le même contexte, le même milieu social, même s'il y a beaucoup de divergences. Ils ont à peu près la même génération, et, à mes yeux en tout cas, et ils ont a priori des idées qui pourraient converger, mais qui ne convergent pas, et c'est tout le thème de la soirée. Donc je leur passe la parole, à vous de décider dans quel ordre vous voulez corriger pour dire le contraire de ce que je viens de dire, même éventuellement, et en tout cas vous présenter. On va commencer par présenter l'enjeu concrètement de cette soirée, qui n'a rien à voir avec nos modestes personnes. Cette soirée, je vous remercie d'être venus nombreux, parce que on est dans un contexte, je dis ça par rapport à la vidéo, on est quelques jours avant le premier tour. Il y a un contexte très lourd dans le pays, la France peut basculer vraiment d'un endroit à l'autre, on ne sait pas par où le vent peut tourner, le contexte est très lourd. Et effectivement, ça fait 2 semaines qu'il y a eu une réunion ici dans cette librairie, une de mes librairies préférées, hein, je tiens à le préciser, et une librairie où on a reçu, le libraire ici et son équipe ont pris la décision d'accueillir M. François Asselineau, qui venait de rentrer en campagne, hein, qui avait ses 500 signatures, chose qui est tout à fait légitime. Et la soirée était posée sous l'angle des rencontres avec des marxistes. Je précise que cette librairie, le fait même que moi j'ai pu présenter en tant qu'éditeur de nombreux livres, effectivement, s'intéressant à l'histoire du mouvement ouvrier, l'histoire du mouvement communiste, font que j'ai toujours été très bien accueilli, et je suis toujours très bien accueilli. Je remercie d'ailleurs toute l'équipe de m'accueillir encore aujourd'hui, de rétablir une forme de iségorie. Vous savez que c'est l'iségoria, c'est la garantie de la démocratie, l'égalité de parole. Et c'est peut-être même très présomptueux de ma part de penser que cette rencontre entre marxistes et asselinistes s'est mal déroulée. Vous connaissez mon point de vue, puisque j'ai réagi de manière peut-être un peu très virulente et épidermique, et je me rends compte que j'avais encore d'autres choses à dire. Heureusement qu'il y avait ce site qui s'appelle Initiative Communiste, qui est le 10e site politique en France, qui m'a permis justement de réagir, parce qu'on n'a plus, vous savez que dans la famille communiste, on n'a plus beaucoup d'espace d'espace de parole. Et donc effectivement, je voulais rétablir en fait un certain point de vue, puisqu'il me semble que s'il s'agissait non pas de recevoir M. François Asselineau, ce qui n'a rien de problématique en soi, mais simplement de lui opposer des marxistes, on pouvait dire, je nomme bien des choses qu'en somme, il y avait beaucoup d'autres choses à dire, notamment sur le programme de François Asselineau. Et en plus, je connaissais beaucoup des gens qui sont dans la salle, et qui, je remercie, qui sont encore présents aujourd'hui, hein, pour certains. Je sais que c'est pas faute de compétences en marxisme, ça c'est évident. J'ai énormément de plaisir à les écouter sur les sujets pour lesquels ils sont experts. En revanche, effectivement, je pense qu'ils connaissaient mal le programme de François Asselineau. Moi-même, d'ailleurs, je continue, disons, à découvrir ce que c'est comme phénomène politique. Je reconnais que c'est nouveau, c'est un phénomène nouveau. Il faut l'analyser. Alors, s'il s'agit de faire certaines amabilités que les communistes et les gaullistes ont l'habitude de se faire, pour des raisons historiques évidentes, il n'y a pas de problème. Et moi, je pense qu'on peut toujours continuer à débattre, à discuter. Finalement, c'est ce qu'on fait ici. Mais pour ce qui est de parler, parce que le gros problème finalement, c'est que François Asselineau se revendique du CNR. Donc, effectivement, ça nous parle en tant que... Le CNR, évidemment, nous parle en tant que communiste. Mais il faut savoir comment on en parle, ce que ça signifie. Et alors, la question me semble très frivole par rapport aux enjeux énormes qui sont suscités par cette élection présidentielle. Existe-t-il un marxisme-asselinisme? Ça n'a aucun intérêt électoral, cette question. Ça a un intérêt pour peut-être les gens qui fréquentent un peu cette librairie. C'est pas ça qui sera décisif, donc on peut en parler sereinement, évidemment. Je pense que c'est l'occasion d'un débat. Moi, je pense que ça n'existe pas, au sens... je pense que c'est un parti typiquement gaulliste, avec beaucoup de gaullistes de gauche, si vous voulez. Mais
je pense qu'il faut de toute façon, ce qui est intéressant, et voilà pourquoi je pense que le débat est plus intéressant, et encore, peut-être on ne s'est même pas encore présenté, mais on va peut-être le faire, mais c'est pas ça qui est important, c'est même pas le sujet du marxisme-léninisme qui a un côté un peu dadaïste, enfin je sais que Dada et Lénine fréquentaient la même ville à Zurich, étaient tous deux opposés à la guerre, mais bon, l'important c'est de définir les programmes et qu'on puisse un petit peu, justement, je suis assez contre le fait de tout mélanger, de faire des alliances un peu multicolores dans tous les sens. Je crois qu'on est dans une période de déclin de la pensée politique, de déclin de chaque famille politique ne sait même plus de quoi on parle, y compris je le vois chez les léninistes, des gens beaucoup d'autoproclamés léninistes qui ne lisent même plus Lénine, et on verra que ça aura des conséquences. Moi je crois qu'il faut qu'on ait des débats, un débat, éclairant sur quelle est notre conception de la nation, et je pense que les communistes ont une conception spécifique de la nation qui n'est pas celle des gaullistes, c'est pas la même, c'est pas pour ça bien sûr, on est français, d'accord. Bien sûr, il y a eu la lutte contre l'homme goth, contre la CED, etc., mais la conception n'est pas la même. La conception même de faire la politique n'est pas la même, ça je crois que c'est ça qui est le plus important, je pense que chacun puisse s'exprimer. Alors je vais rendre très vite la parole, évidemment, à mon contradictoire, je le remercie. Effectivement, je pense que dans la présentation sommaire qui a été faite, ce qui était intéressant, c'est d'avoir un cadre de l'UPR qui parle en son nom propre, d'après ce que j'ai compris, et qui partage effectivement des intérêts, disons, intellectuels pour le débat politique. Je le remercie d'être là, effectivement de pouvoir donner la réplique, parce que ça n'a pas de sens autrement. Donc voilà, moi ce que j'ai découvert un petit peu plus, parce que je connaissais mal, je trouve, que François Asselineau, même si je ne cache pas que certains milieux communistes anti-européens que je représente, enfin, ici en tout cas, avaient des réunions communes avec lui jusqu'en 2012, hein, dans le cadre avec ces types de réunions que se faisaient avec des chevènementistes, c'est-à-dire dans le cadre de sortie de l'Union européenne, puisque il faut savoir aussi, ce qui est intéressant pour le débat, c'est que nous sommes d'accord sur François Asselineau apprenait un programme de 3 sorties, c'est-à-dire UE, Euro, OTAN. Les camarades que je représente ici, oui, je voulais vous dire déjà, je suis obligé de me présenter, vous me voyez beaucoup intervenir comme éditeur, donc là, c'est pas l'éditeur qui vous parle, il se trouve que j'ai aussi des activités politiques, là j'interviens dans le cadre de mes activités politiques. La maison d'édition que je représente, elle est identifiée comme communiste, la grande famille communiste, même si elle n'a pas publié que des communistes. Évidemment, on a publié à peu près 120 livres. Il y a toutes sortes d'auteurs, la maison d'édition est représentée par ces auteurs, personne ne parle évidemment en son nom. Alors, en tant que mes options politiques à moi, elles sont bien spécifiques, sont celles de continuateurs du Parti communiste français, c'est-à-dire des gens qui ont fait le choix de continuer le marxisme-léninisme d'abordant puis à l'extérieur du Parti communiste français en espérant faire renaître un vrai parti communiste en France sur des bases marxistes-léninistes. Et donc c'est là, on pourrait presque dire, la plus grosse scission hein, du Parti communiste français qui s'appelle le pôle de renaissance communiste en France. Et ce sont donc des camarades qui depuis 10 ans se sont constitués sous cette forme, non depuis 2004, excusez-moi, encore plus, avec notamment le programme des 4 sorties. Le programme des 4 sorties, c'est UE, Euro, OTAN et capitalisme. Hein. Donc effectivement, un programme de 3 sorties de Asselineau, de ce point de vue-là, nominalement, nous déplaît pas, a priori, dans la formulation. Et comme je vous dis, nous avions même des discussions hein, jusqu'en 2012, on n'en a plus dans ce cadre-là. Et alors si je regarde à peu près dans les détails, voilà ce qui me gêne effectivement dans le cadre du programme de M. Asselineau, et notamment en tant que marxiste, parce qu'ici il s'agit non pas d'opposer mes options particulières de marxiste, léniniste, du PCF, enfin continuant le PCF, mais simplement le marxisme en soi. Un marxiste ne peut pas ne pas réagir au programme d'Asselineau qui, sous couleur de, je vous l'ai apporté, ça s'appelle le CNR, hein, programme du Conseil national de la résistance. Le programme de François Asselineau se définit comme une sorte d'épure. On essaye de ne pas aborder des sujets dits clivants. Et on s'en tient à un certain programme de libération nationale. Donc, quand il fait son premier titre, notamment par exemple sur les questions économiques, le point 10 reprend mot pour mot les termes du programme du CNR. Alors, vous savez que les jours heureux, hein, ça s'appelait, est fait en 2 parties. Hein. Vous avez première partie un peu générale et mesures appliquées directement au moment de la libération du territoire. Vous avez donc des mesures concrètes sur le plan social. Bon, vous savez évidemment la sécurité sociale, comité d'entreprise, droit de vote des femmes, tout ça j'en parle pas. Je parle sur le plan économique, on connaît, c'est-à-dire
nationalisation des grands moyens de production et d'échange, hein, c'est vraiment la formule marxiste, hein, le retour à la nation exactement des grands moyens de production monopolisés, fruits du travail commun, l'instauration d'une véritable démocratie économique, l'éviction des grandes féodalités économiques, le développement et soutien de coopératives de production, et là voilà un programme qui est repris tel quel, la participation des travailleurs à la direction de l'économie. Donc voilà, François Asselineau reprend, point 10, son programme, c'est un air, j'applique ça. Et après il développe son programme. Et qu'est-ce qu'on voit réussir, qu'est-ce que ça veut dire pour lui, la participation des travailleurs à la direction de l'économie? Ça veut dire, il traduit, enfin il développe plutôt, réussir la réconciliation du capital et du travail. Voilà. Donc, et il donne par exemple l'exemple des auto-entrepreneurs, qui est un merveilleux exemple de casse du droit du travail. Donc je me dis, il y a un problème, il y a trop pris sur la marchandise. Je ne suis pas le seul à le dire, je pense que quelqu'un qui emploie des mots beaucoup plus durs, mais qui n'est pas n'importe qui puisqu'il a quand même été le président de la DAC, je pense que Jacques Nikonov parle carrément d'escroquerie. Donc ça mérite quand même d'être dit. D'autant plus que les positions récentes de François Asselineau concernant le conflit social, il a été vraiment complètement aux abonnés absents. Quand il y a eu vraiment, en ce moment, c'est un des faits dont personne ne parle dans cette campagne, il y a 2000 syndicalistes poursuivis depuis la loi El Khomri, parce que la répression syndicale a été épouvantable. Vous avez des gens poursuivis même pour jet de confetti. Vraiment, ils n'ont pas fait de cadeau. Alors au moment de l'arrachement de la chemise, l'histoire d'Airbus, François, c'est quand même un test pour les ouvriers. Je me souviens que dans ce même contexte, Manuel Valls avait condamné ces événements, je ne sais plus si c'était du Qatar ou de l'Arabie Saoudite, enfin un de ces pays-là, en disant quelle honte pour l'image de la France. Donc vous voyez ce que ça veut dire significativement, le fait que bon, François Asselineau a pris position complètement contre le gréviste. Et bah, j'ai la citation. J'ai la citation. Bon, j'ai la citation. Je vais la chercher. Donc, tu pourras. Donc, on va. Alors. Vous êtes passé la parole à votre traducteur, il va peut-être en profiter. Bon, bah, on peut. Bah, dis, vas-y, je cherche la citation. Donc, alors, au sujet. Je vais lire un texte après, mais d'abord, au sujet de Jacques Nikonov, donc, qui a produit en effet une critique du programme de François Asselineau, sauf que il s'est basé sur la version de 2012. C'est quand même assez incroyable de dire il n'y a pas le programme du 24 mars. Oui, je vais critiquer le programme du candidat Asselineau et se baser sur la version de 2012. Bon, déjà, moi je veux bien, mais c'est un mauvais départ. Je l'ai lu, hein, son papier. C'est farci d'erreurs factuelles, d'interprétations biaisées, d'omissions, qui sont à mon avis volontaires, parce que M. Nikonov, manifestement, n'est pas content que François Asselineau ait eu ses 500 signatures et pas lui, et donc il tient à le faire savoir de cette façon-là. Bon, ça le regarde, c'est sa responsabilité, mais on va pas, on pourrait imprimer sa critique et en faire une lecture détaillée. Ouais, je vais lire un texte que certains connaissent peut-être un peu déjà. Alors, je suis un illustre inconnu, un peu moins dans cette salle que parmi les gens qui regarderont la vidéo chez eux. Je vais lire un texte qui explique un peu mon cheminement, mon parcours et qu'est-ce qui m'a amené à soutenir l'UPR et François Asselineau. Est-ce qu'on peut rester sur le sujet, parce que là on parlait d'Air France. Moi j'ai la citation, si tu veux lire François Asselineau. Oui, mais on va y revenir, hein, t'inquiète pas. Je propose on va y revenir après. Tu t'es présenté, oui, tu as dit d'où tu parlais. D'accord, moi j'ai peur que les gens ne comprennent pas, mais vas-y, je vais faire la même chose. Ok. Voilà, excusez-moi, bon, c'est pas très long, je pense que c'est utile. Et surtout que d'autres, je ne suis pas une exception à l'UPR, c'est ça aussi qu'il faut comprendre, je ne suis pas l'alibi de gauche de François Asselineau. Il y en a, dans cette salle, il y a d'autres adhérents qui ont des parcours, si ce n'est similaires, ou en tout cas proches. Donc je m'appelle Laurent Doré, hein, c'est une précision parmi d'autres. Originaire d'Angoulême, en Charente. J'habite à Paris depuis le début des années 2000. Journaliste, j'écris sur la politique, le cinéma et les médias. Je m'intéresse beaucoup à la philosophie des sciences, à l'épistémologie et à la logique, que j'ai étudiée à l'université. Très attaché au rationalisme et à la méthode scientifique, j'estime que la recherche de la vérité, quel que soit le domaine, exige de cultiver un souci de rigueur, de précision et de clarté. Et bien sûr de porter une attention méticuleuse aux faits. Cette exigence intellectuelle, voire morale, devrait s'appliquer à la politique, que les dirigeants ont avilie à coups de marketing, de com,
et de rhétorique enjôleuse. Les médias dominants portent aussi une lourde responsabilité dans la dégradation de la vie publique, préférant les jeux aux enjeux, la fabrication du consentement à l'information honnête. Soucieux de ne jamais aller à l'encontre de l'intérêt des industriels qui les détiennent, ou pèsent fortement sur leur ligne éditoriale, là c'est pour le service public de l'audiovisuel, ces médias donc sont un élément clé du dispositif qui vise à sanctuariser l'ordre établi, bien souvent au corps défendant des journalistes de base. Qu'il s'agisse de questions économiques, sociales, géopolitiques, etc., c'est le flou, l'erreur ou l'anecdotique qui domine dans les médias et partie installée. Le sujet de l'Union européenne est particulièrement générateur de propagande et de fausses évidences. Il n'est pas rare que l'écœurement face aux slogans creux et aux tactiques de manipulation de l'opinion alimente la volonté de s'engager. Le constat de la faiblesse argumentative des discours officiels a grandement contribué à mon éveil politique. Je me suis aperçu par ailleurs qu'il y avait une forte corrélation entre la fausseté des raisonnements et la soumission aux puissances d'argent. Comme il est impossible de justifier rationnellement des dominations illégitimes, ceux qui ont la charge de faire accepter le monde tel qu'il va recourent à la tromperie, voire à l'intimidation. Il n'est pas acceptable que notre République soit ainsi sous l'empire non seulement des intérêts d'une oligarchie transnationale, mais aussi de l'irrationalité et de la sophistique. C'est à l'occasion du référendum de 2005 que j'ai mesuré à quel point la construction européenne nous était imposée par un complexe politico-médiatique au service des possédants. Imposée comme s'il s'agissait d'un dogme religieux, d'un bien indiscutable. Toute idée politique devrait pouvoir être débattue. Or, s'il est permis de critiquer marginalement le processus d'unification continentale, surtout à l'époque, c'est moins le cas aujourd'hui, il semble interdit de contester le bien fondé de son principe même. J'ai pris conscience que l'Union européenne était en fait nocive dans tous les domaines, qu'elle détruisait la souveraineté populaire et la démocratie, condamnant la France au régime néolibéral, synonyme d'augmentation des inégalités économiques et sociales, de destruction de l'industrie, de l'agriculture et des services publics. Je me suis alors intéressé de près à l'actualité européenne, et j'ai écrit avec un ami, qui est aussi membre de l'UPR, plusieurs articles, d'une part sur la façon scandaleuse dont le traité de Lisbonne a été ratifié en 2008, piétinant le verdict du peuple français, d'autre part sur le coup de force antidémocratique qui a été utilisé en 2009 pour contraindre les Irlandais à approuver un texte qu'ils avaient rejeté l'année précédente. Le besoin de m'engager politiquement s'est imposé à moi peu à peu. J'ai été déçu par le milieu dit souverainiste, et à mes yeux trop réactionnaire et chauvin. Pour moi, la raison doit toujours primer la nation. Et ce milieu, qui nonobstant ses appels rituels au rassemblement au-dessus du clivage droite-gauche, se range in fine à droite sur les questions économiques, sociales et sociétales. Du reste, à droite comme à gauche, les mouvements eurocritiques ne font plus guère illusion qu'auprès de ceux qui veulent bien se laisser mener dans une impasse. On parlera de Jean-Luc Mélenchon plus tard. On s'y paie de mots et d'envolées lyriques en prétendant défendre l'indépendance et la souveraineté française, mais on s'y refuse toujours à exiger la chose la plus radicale, c'est-à-dire à la racine. La prémisse qui doit être impérativement satisfaite pour qu'une autre politique soit possible, à savoir la sortie de l'Union européenne et de l'euro. Un autre sujet a nourri ma soif d'implication, la politique étrangère des puissances occidentales et les guerres humanitaires entre guillemets que celles-ci génèrent. J'ai été profondément révolté par les agressions néocoloniales commises par les États-Unis sur l'Irak et l'Afghanistan, puis plus tard sur la Libye et la Syrie, avec la participation active de la France. Toute personne soucieuse de justice et perméable à l'empathie doit faire la guerre à la guerre. Le rôle de notre pays devrait être de désamorcer les tensions, qui sont souvent délibérément entretenues, les désamorcer par la diplomatie et la défense du droit international. Il faut en terminer avec le prétendu droit d'ingérence, que s'arroge les forts sur les faibles. L'inverse ne se produit jamais. Et combattre la funeste théorie du choc des civilisations. La France doit donc sortir de l'OTAN et se désolidariser de la politique impérialiste et belliqueuse des États-Unis, afin d'être une puissance d'équilibre au service de la paix et de la coopération internationale. En mai 2009, j'ai assisté à une conférence de François Asselineau organisée par l'association Les Amis du Monde Diplomatique. Je ne sais pas si ça sera encore envisageable aujourd'hui. La clarté et la pertinence de ces idées m'ont immédiatement enthousiasmé. De retour chez moi, j'ai lu la charte fondatrice de l'UPR. Je l'ai relue quelques jours plus tard, et convaincu, j'ai décidé d'adhérer. Depuis, je ne cesse de me dire que j'ai fait le bon choix. La justesse des analyses et des propositions de l'UPR, le refus de l'ambiguïté des arrangements politicaires et la probité qui anime ce parti m'incitent à l'idée à se développer et à faire entendre davantage sa voix unique. À mon sens, dans le contexte historique actuel, seul un mouvement comme celui-ci peut rassembler la majorité des Français sur l'essentiel, ou plutôt sur ce qui précède et permet l'essentiel. Le rétablissement de la souveraineté populaire et de l'indépendance nationale, c'est-à-dire de la démocratie, étant un prérequis incontournable si l'on veut sortir des rails de l'ordre établi. Je
considère également que l'État-nation demeure, jusqu'à preuve du contraire, le cadre optimal à la fois pour l'exercice de la démocratie et la réalisation de conquêtes sociales. C'est pourquoi il me semble que militer pour la sortie de l'UE et œuvrer efficacement en faveur d'une politique progressiste et égalitaire sont deux choses non seulement compatibles mais indissociables. Pour toutes ces raisons, je participe volontiers au rassemblement forcément temporaire, au-dessus du clivage droite-gauche que propose l'UPR, sans oublier les objectifs politiques supérieurs auxquels je souscris, pour ma part, et je ne suis pas le seul à l'UPR. Justice sociale, égalité de conditions, et pas seulement de droits, sortie du capitalisme, progrès et humanisme en suivant l'héritage des Lumières, promotion de la science et de ses valeurs culturelles, dissolution de toutes les autorités et hiérarchies injustifiables rationnellement, liberté d'expression totale, développement des arts dans un esprit démocratique et émancipateur. En m'engageant au sein de l'UPR, je ne mets pas de côté cet horizon. Je pense au contraire m'en rapprocher. D'ailleurs, rien n'empêche de s'impliquer parallèlement dans des organisations qui poursuivent ces idéaux. Cheminer un temps avec François Asselineau ne me pose aucun problème. Tant que lui, comme les autres adhérents, et donc moi aussi, respecte la charte de l'UPR et ne cherche pas à mettre le parti au service d'intérêts particuliers. Il me semblerait injuste et même irresponsable de refuser cette cohabitation provisoire, mais nécessaire, en arguant du parcours politique antérieur d'un homme qui, rompant avec ses engagements passés à droite, une fois n'est pas coutume, car c'est souvent l'inverse qui se produit, un homme qui a eu le courage et la lucidité de fonder, à partir de presque rien. Moi, quand j'ai adhéré, on était en 2009, donc on était 150, c'est très peu de militants actifs. À partir de presque rien, le parti de large rassemblement dont la France avait besoin pour sortir du carcan euro-atlantiste. Quand notre mission collective sera accomplie, c'est-à-dire quand la démocratie aura été rétablie, ou peut-être faudrait-il dire établie plutôt, puisqu'elle n'a jamais été tellement établie, nous pourrons redéployer pleinement nos divergences idéologiques et nous affronter dans un cadre politique fécond. Cadre dans lequel la gauche véritable aura enfin la possibilité de sortir de l'impuissance qu'elle a contribué à s'imposer. Alors, le peuple français, souverain, décidera par lui-même quel chemin il souhaite suivre. Voilà, excusez-moi, c'était un peu long, mais je pense que c'est pas inintéressant d'avoir cette description du parcours et qu'est-ce qui peut mener, quand on appartient à la gauche, qu'est-ce qui peut mener à l'UPR et à François Asselineau. Pardon pour cette prise de parole pirate, mais ça ne concerne pas le fond. Émeric parle trop doucement, j'entends mal, et tu parles trop vite. D'accord, on va essayer de s'ajuster. Merci. On peut revenir sur Non, on peut revenir sur beaucoup de choses. Le problème, c'est ce que je conteste formellement, c'est que ce n'est pas un parti qui se place au-dessus du clivage gauche-droite. C'est un parti qui veut réconcilier capital et travail. Alors, capital et travail, on sait ce que ça veut dire cette réconciliation, c'est bien identifié. Et puisqu'il s'agit maintenant de citer des choses et de lire des textes, pourquoi pas, on est dans une librairie, moi j'ai rien contre. Alors, pour que ce soit un petit peu moins ennuyeux, je vais vous le faire sous la forme du portrait chinois. Vous connaissez ce que le portrait chinois? Vous allez me dire de qui on parle et qui est l'auteur. Vous verrez que c'est très actuel, même si c'est un vieux livre. Hautain, n'aimant pas les hommes, affichant pour le peuple un mépris de fer, imbu de sa supériorité, entouré d'une cour d'aventuriers et de flatteurs dont il n'écoutait d'ailleurs pas les conseils, il se prenait pour un de ces héros prédestinés qui bouleversent l'histoire. La France, à ses yeux, ce n'était pas le peuple des usines et des champs, c'était lui-même. Il devient bientôt apparaître sous son véritable jour, un réactionnaire, avec tous les préjugés de sa caste, ne proposant à la classe ouvrière que les ressucés du vichisme et du corporatisme, l'État fort, l'association du capital et du travail. Alors, est-ce que les gens ont une idée de qui il s'agit et qui a écrit le texte? De Gaulle. De Gaulle, ouais. Par qui? Maurice Thorez. Fils du peuple. D'accord, mais vous ne nous avez pas donné de temps. Ah, excusez-moi. Excusez-moi pour le truc, mais je pense que c'est un surprend prudent parce que par rapport au gaulo-communisme, moi le gaulo-communisme, pour moi ça a existé comme période historique, c'est le fruit d'une confrontation. Je peux vous dire que peut-être si on est arrivé au programme du CNR, c'est-à-dire qu'en fait les communistes ont toléré d'avoir De Gaulle comme représentant, je peux vous dire qu'ils étaient majoritaires dans le mouvement, y compris dans la résistance armée. Parce que c'est bien ça qui fait que ce programme, je ne vois pas quelqu'un qui était ancien secrétaire de Pétain, quand on lui dit le retour à la nation des grands moyens de production monopolisés, fruit du caractère commun, l'appropriation des grands moyens de production et d'échange, c'est pas dans Maurras, c'est plutôt dans Marx. Hein. Donc,
je conteste formellement, complètement le fait que ce parti se dit en dehors du clivage gauche-droite. Et notamment quand il veut renvoyer au calendrier grec les grands débats d'intérieur, parce que déjà, il confie ça à son Premier ministre, les questions de l'emploi, les questions essentielles de l'économie. Et il donne toujours des histoires de référendum. Mais par exemple, il dit « je veux faire un référendum sur l'immigration », François Asselineau. Donc qu'est-ce que ça veut dire organiser un référendum sur l'immigration ? Concrètement, c'est des histoires à la Sarkozy sur l'identité de la France. Vous voyez ce que ça veut dire en termes d'explosion sociale, ce que ça crée? D'où tu sors ça? Enfin, Un référendum sur l'immigration? Mais pourquoi une association à Sarkozy tout de suite? Où est-ce que tu as lu ça? Non, mais l'identité nationale, qu'est-ce que c'est que... Est-ce que vous êtes pour ou contre l'immigration? Est-ce que vous êtes pour telle ou telle population immigrée? Je ne sais pas sous quel mode ça peut se produire, mais je ne vois pas en quoi ça peut être de gauche. C'est clairement identifié comme un parti de droite. Il s'agit de définir une politique migratoire, mais elle peut être de gauche. Voilà, tu anticipes des choses qui ne sont pas dans les textes. Qu'un État ait peut-être une politique migratoire, je ne conteste pas ce bien fondé, mais la notion de poser un référendum, c'est-à-dire typiquement le genre de question plébiscitaire, bonapartiste, le référendum c'est ça, hein, c'est l'essence même du référendum qui peut diviser les Français sur ces questions extrêmement sensibles, alors qu'il y a des tas de gens qui mettent de l'eau sur le feu pour attiser les divisions communautaires. Je veux dire, a priori, si on a quand même au moins un point commun, on n'a peut-être pas la même conception de la nation, et je tiens à dire qu'elles sont différentes, mais si on a quand même le souci de la nation, on a aussi le souci de son unicité. Alors on dit que le gaullisme est un jacobinisme de droite, j'aimerais bien qu'il soit un peu plus... qu'il se souvienne un peu plus de ce côté-là. Et d'ailleurs, je pense aussi, c'est bien ça le problème, parce que j'ai vu que vous ouvriez grand les portes à gauche. Pour moi, vous êtes historiquement un parti gaulliste. Je vois le parcours de François Asselineau l'atteste, et même dans toutes ses déclarations, ça se voit, même ses réflexes. Il n'y peut rien quand je vois au débat sur les 11, à un moment quand il parle de sécurité sociale, il fait remonter ça à Saint-Louis, que moi je préfère appeler Louis IX personnellement. Alors, ça lui vient pas à l'esprit de citer Ambroise Croizat, je n'en veux pas, mais c'est comme ça. Pour lui, c'est peut-être parce que Louis IX a créé tel ou tel hospice, je ne me rappelle plus quel était son argument. Bon, c'est un homme de droite. Alors, oui, mais justement, tu répètes sans arrêt la même chose. Alors, quand il s'agit de Jean-Luc Mélenchon, ceux qui lui trouvent des limites, mais quand même appellent à voter pour lui, disent oui, mais ce qui est important, c'est le mouvement, c'est ce qu'il représente, tout ça. Mais quand il s'agit de Asselineau, c'est pas le mouvement qui est important, c'est l'homme. C'est lui qui définit l'UPR, donc ça suffit, ces contradictions. Alors c'est une bonne question. La question de la dynamique est très importante, parce que précisément, il va ça... Bon, je ne cache pas qu'il n'y a pas de candidat communiste. Et quand même il y aura un candidat représenté par le dirigeant actuel du Parti communiste français, il est évident que je ne voterai pas pour lui, parce que ce que j'appelle aujourd'hui le PCF-PGE, et c'est mon drame, en tant que communiste, a été complètement liquidé. Donc je comprends très bien d'ailleurs les camarades qui font de la résistance interne, ça fait 20 ans de mutation, ça fait 40 ans d'antiléninisme, parce que ça a commencé comme ça dans le Parti communiste. Donc que des camarades se soient organisés à l'extérieur, en permettant, parce que mon organisation permet aussi la double appartenance, je trouve ça sain, voilà. Je ne jette pas la pierre aux militants de base, mais en tout cas pour ce qui est de la direction est complètement eurocommuniste. L'eurocommuniste, c'était de plus en plus d'euros et de moins en moins communiste. Donc de toute façon, il n'y a pas de candidat communiste. Donc le choix qu'on a fait avec certains camarades, c'est pour ça que ça a suscité d'ailleurs beaucoup de débats, parce qu'en fait, je peux vous dire qu'après cette soirée à Asselineau, les mails ont fusé. Moi, moi, j'ai plus besoin de me renseigner sur Internet. Dès qu'on est politisé, les informations vous viennent. Bon. Ça, c'est grâce à Dominique. Oui, c'est vrai. Donc il y a la décision, merci, la décision qui a été la nôtre vers novembre 2016. Nous avons une réunion du comité central, je réexplique un peu le contexte. Fillon était clairement passé à la primaire. On allait avoir une satchérisation, c'était avant les scandales, hein. Ça s'annonçait vraiment très très mal, y compris pour les forces CGT, qui sont, on ne le dit pas assez, qui sont au front. Concrètement, c'est la classe ouvrière qui prend le plus dans la figure, hein, en ce moment. Bon, on s'est dit qu'on allait vivre une telle baffe de la droite, qu'on était quand même obligé, malgré nos divergences historiques avec certains sociodémocrates, fussent-ils eux-mêmes rebelles à leur parti fondateur, on se disait qu'on devait, d'une manière ou d'une autre, apporter un soutien fut-il critique, ou une critique fut-elle de soutien, pour mettre un terme à cette chose-là.
nous n'avons cessé, enfin nous avons bien exprimé que nous ne voulons pas être intégrés au dispositif de campagne, que nous contestions le fait de dégommer aux législatives certains députés communistes qui, au plan local, je pense notamment des gens dans le Nord, nous paraissent encore de bons élus. Donc si c'était pour mettre entre parenthèses notre projet de renaissance communiste, parce que je pense que beaucoup de nos malheurs viennent du fait qu'on appuie un parti communiste tel qu'il a été, c'est un parti communiste qui a libéré le pays, qui l'a reconstruit, et qui fait que l'image qu'on a de la France, c'est aussi celle qui a forgé le parti communiste français, hein, faut pas se leurrer. Bon, on a refusé donc de s'intégrer à ce dispositif de campagne, et à la fois on appelle non pas à voter Jean-Luc Mélenchon, ça ne nous intéresse pas la personne, on appelle à se servir du vote Jean-Luc Mélenchon, pour faire barrage à cette sachérisation, ubérisation avec Macron, et n'en parlons même pas pour le FN. Bon, en revanche, nous n'avons cessé de faire des lettres ouvertes, d'appeler à chaque fois, moi j'ai même rencontré des gens, je leur ai posé des questions, des gens par exemple de Kuzmanovic qui était un représentant des questions de défense de Jean-Luc Mélenchon. Je lui ai clairement dit, si vous prétendez sortir de l'OTAN, c'est très bien, mais vous devez aussi sortir de la défense européenne intégrée. Nous n'avons cessé de leur dire que nous, notre programme, c'était les 4 sorties. Et nous restons sur ces 4 sorties. Donc je répète, euro, UE, OTAN, capitalisme. Donc la question essentielle, et je pense que c'est bien la question de la dynamique. Parce que est-ce qu'il y a une dynamique favorable Mélenchon, je le reconnais bien volontiers, est incohérent sur les questions de l'euro et du temps, enfin de l'UE et de l'euro, pas sur le temps. Il est incohérent parce que simplement son électorat qui fait à peu près 20%, d'ailleurs il est magnifiquement, c'est comme un sismographe, hein, il est parfaitement incohérent, c'est-à-dire qu'il a une fois, ça montre bien que son électorat est divisé sur cette question. Et le fait qu'il soit divisé, c'est pour ça que nous on est parfaitement léniniste, au sens où on entend l'herbe pousser, vous savez que c'est une station de Lénine, il faut être près des NAS, il faut entendre l'herbe pousser, il faut voir ce qui se passe dans le mouvement, et justement on est sensible justement à cette dynamique, parce que c'est ça qui fait... Et Lénine disait il faut être un pas en avant des masses. Pas 2, pas 3, pas 4. Il faut être en avant, il faut être un pas en avant. Donc nous, quand on a vu Jean-Luc Mélenchon, quel que soit son parcours, dire l'Europe, on la change ou on la quitte, on s'est dit c'est un signal. Et c'est un signal que ce mouvement qui représente aujourd'hui maintenant à peu près plus de 20%, et qui peut de toute façon permettre à la classe ouvrière de ne pas prendre une raclée telle qu'elle mettrait un temps fou à se reconstituer et à pouvoir être présente dans la confrontation entre le capital et le travail, on s'est dit qu'il fallait s'inscrire dans cette dynamique. Et on l'a fait sous nos positions, sans rien abandonner à notre programme initial. Donc je rappelle que, non pas simplement que Jean-Luc Mélenchon avait voté à Maastricht, ça c'est il y a bien longtemps, mais il y a encore pas longtemps, il disait l'euro est notre monnaie. Maintenant s'il dit l'euro, on la change ou on la quitte, on perçoit quelque chose, mais qui de toute façon il enregistre lui-même, c'est quand même il est avant tout un porte-parole, il enregistre le sismographe, disons, des réactions de sa propre base. Donc je pense qu'on peut s'inscrire dans cette dynamique, et d'autant plus qu'on a cet avantage énorme en ce moment, ça je bois du petit lait, parce qu'avec l'écrasement de Fillon en ce moment, et surtout Hamon, il y a une divergence très forte au sein des socialistes, ou des ex-socialistes comme Mélenchon, parce qu'il a beau se réplier à Mitterrand, vous aimez bien quand on est communiste, ça ne me fait pas plaisir, mais peu importe, c'est son histoire. Mais clairement, Mitterrand n'était pas pour la sortie de l'OTAN, que je sache. Il était pour les Pershing. Même l'URSS n'était pas du tout contente qu'il arrive au pouvoir. Donc, rien que le fait qu'il soit obligé d'être sur position anti-OTAN, alors que Hamon s'enferme dans cette politique calamiteuse où le gouvernement Poès, comme on le sait notoirement, a soutenu une junte fasciste à Kiev, où les gens arrivaient avec des programmés, des Swoboda, etc. C'est pour ça que j'ai une grande admiration pour cette librairie. Je tiens à rendre hommage au libraire, parce qu'il a fait venir les veuves d'Odessa, il y avait même des provocateurs fascistes dans la salle. Alors quand j'ai entendu des gens dire que c'était du rouge-brunisme, que de faire ce qu'ils faisaient, de discuter avec des gaullistes, non, moi j'ai vu ce libraire lutter contre des fascistes, y compris dans cette librairie, donc faut pas tout mélanger. Hein. Mais là où je ne voulais pas non plus mélanger, c'est comme je vous dis, je crois très peu à la possibilité qu'il y ait des rencontres, par exemple, s'il y avait une question du nom à Maastricht, enfin, encore le nom à la Constitution européenne, Maastricht, je comprends très bien qu'on discute avec des gaullistes, pourquoi pas, et d'ailleurs chacun à peu près leur conception, mais foncièrement c'est pas la même. Alors qu'est-ce qu'on peut obtenir comme dynamique avec François Asselineau, qui, il me semble que
si on parle de la dynamique, et je pense que c'est un sujet très très important, François Asselineau a égrené avec une érudition phénoménale tous les articles de la Constitution au point 11. Monsieur Laurent Doré a donné sa profession de foi, tout le monde s'en tient à une charte. Je m'excuse, mais il y a une rigidité dans votre mode de fonctionnement qui vous est intrinsèque. Et là, vous êtes intrinsèque parce que vous pensez que vous devez faire un parti comme une épure, vous n'abordez pas les sujets qui fâchent, et ça vous empêche en fait d'être libre dans votre discussion. Donc, après je termine. Donc la question de cette dynamique, là on a. Alors je m'excuse d'évoquer, après je te rends la parole très vite. Je m'excuse d'évoquer ce point-là parce que je pense que dans une démocratie bien faite, il ne devrait pas avoir une telle dictature des sondages. Le fait est qu'ils sont là. Donc comme on a. Alors peut-être que telle ou telle personne est surestimée, etc. Je veux bien le croire, je veux bien l'admettre. Simplement, tout ce qu'on peut constater pour l'instant sur François Asselineau, c'est qu'en fait, il est le poil à gratter du Pont-Aignan, pour son nom dans cette famille gaulliste. Tout ce qu'il arrive pour l'instant à faire, c'est à grappiller des voix, à mon avis, à ces gens-là. Moi, je ne crois pas du tout au report des voix de gens de gauche vers Asselineau. Je pense que c'est du... Au moins les adhérents. Les gens sont libres, c'est pas la question. Mais il y a eu, à mon avis, le record a été battu. En 65, et je termine là sur cette anecdote, il y avait un certain, je sais qu'il fréquente la librairie plus ou moins, un dirigeant d'un certain groupe maoïste qui avait appelé à voter pour le général de Gaulle, directement, vous savez, par anti-soviétisme, etc. Bon, c'est très très folklore, ça fait partie, à mon avis, dans les sciences politiques, ça doit s'étudier encore, ce genre de cas. Et aujourd'hui, il adore d'ailleurs, il continue un peu sur cette ligne-là, il adore se faire, disons, des rencontres entre républicains des Hauts-de-Rive et tout ce qu'on veut. Mais concrètement, son groupe maoïste, je le dis clairement, a explosé, littéralement. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune légitimité, il n'a pas été et il a raté mai 68. L'aspect ouvrier de mai 68, je ne parle pas de l'aspect anti-gaulliste, anti-communiste, qui est celui qui a raté, mais la grande grève ouvrière de mai 68, et qui en fait ne cessait d'augmenter en 66. Bon, si on peut le citer, il s'appelle parce que les gens ne vont pas forcément comprendre. Il s'appelle Claude Beaulieu, il dirige le comité de Valmy avec lequel nous avons aujourd'hui. Mais Claude Beaulieu n'a jamais foutu les pieds dans cette librairie. Ah bon, je crois que tu m'as donc là, excuse-moi, j'ai dit que j'interviendrai pas, mais là quand même, tu me parlais du il y a eu beaucoup de contre-vérités, mais là, celle-là m'impliquant directement, Claude Beaulieu n'a jamais foutu les pieds dans cette librairie. J'ai vu Jean Lévy et le comité Valmy, donc s'il s'agit de parler du comité Valmy, c'est à ça que je pense. Je pense que c'est une mauvaise stratégie. Jean Lévy n'a rien à voir quant à son historique, mais je ne vais pas intervenir là-dessus, avec Claude Beaulieu. Jean Lévy, les gens qui ne le connaissent pas, leur expliquerai qui est Jean Valmy, les membres du comité Valmy, comme beaucoup d'autres personnes d'ailleurs ici. Mais c'est absolument pas Claude Beaulieu. Donc là, c'est une contre-vérité flagrante. Claude Beaulieu n'a jamais foutu les pieds dans cette non, mais je crois que tu m'en avais parlé, c'est pour ça. Tu m'avais parlé du comité Valmy, donc je pensais qu'il était... Mais peu importe, d'ailleurs il va dans toutes les librairies qu'il veut, c'est pas la question. Je ne vais pas faire du name dropping et dire tous les gens qui sont d'ailleurs présents dans cette salle, qui font partie ou qui ont participé au comité Valmy, c'est parce que c'est pas du tout disqualifiant, mais en tout cas Claude Beaulieu, puisque tu nous as expliqué, tu nous as dressé le portrait d'un maoïste, tu nous as décrit ce qu'il avait fait, etc. Peu importe. Une chose, en tout cas, qui est certaine, c'est qu'il n'a jamais mis les pieds dans cette librairie. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est tout ce que je voulais dire par là, et peu importe, parce que... Il ne fréquente pas du tout cette librairie, soyons clairs. Alors, très bien. Mais ce que je veux dire, c'est que ce genre de stratégie, comme le marxisme-léninisme, à mon avis, a peu d'avenir, même si on parle en termes de dynamique, bon, je compare des dynamiques, et je préfère m'inscrire en léniniste, et je vous citerai des citations de Lénine, qui ne contredisent pas du tout la stratégie qu'on a, c'est important, mais là je vais vraiment repasser la parole à mon contradicteur. Oui, alors sur le discours Asselineau, homme de droite irrécupérable, à ce moment-là, il ne fallait pas l'inviter à Lens faire une conférence. Comme ça, on a invité des gaullistes, il n'y a pas de problème. Le PRCF l'a fait, il ne fallait pas non plus... Des chevènementistes, il n'y a pas de problème. Dans un cadre anti-européen... Il ne fallait pas non plus essayer de faire une alliance avec lui, parce que sinon c'est une contradiction. Si c'est pour s'opposer à Maastricht, on était avec Philippe Séguin, par exemple, il n'y a pas de problème. Non mais en 2012, c'était bien une... Non, bah si c'est... Donc maintenant il était récupérable, mais à l'époque non, parce non, je n'ai jamais dit ça, j'ai jamais dit qu'il était irrécupérable, c'est un homme de droite. Mais on avait besoin de lui en tant qu'homme de droite, dans une coalition de gens anti-européens, c'est tout. Tu pourras répéter ça 100 000 fois encore, ça ne rendra pas l'UPR parti de droite pour autant. J'invite les gens qui regardent cette vidéo à lire la charte fondatrice de l'UPR, à lire le programme et à juger sur pièce et voir si à la fin de cette lecture ils estiment que ce sont là des propositions, ce sont là des analyses de droite. Voilà, que chacun le fasse. Après,
Le PRCF n'appelle pas à voter François Fillon, non c'est dommage, Jean-Luc Mélenchon. Non, j'ai pas dit ça. Concrètement, ils appuient à se servir du vote Jean-Luc Mélenchon. Oui. Alors peut-être si à un moment il a appelé à voter Jean-Luc Mélenchon, je vois Initiative communiste, c'est la publication du PRCF, numéro 179, avril 2017. Je lis ici, extrait d'une déclaration du PRCF. Le vote utile, c'est Mélenchon. Le seul vote utile, c'est Mélenchon. Je suis d'accord. Tout ce numéro appelle à voter Jean-Luc Mélenchon. Bon, bah, c'est pas pour la personne de Jean-Luc Mélenchon, c'est ça que je voulais dire. D'accord, mais je veux dire, vous connaissez notre historique, vous voyez bien que c'est pas sa personne qui nous fascine. Frexit progressiste, Frexit qui n'aura pas lieu avec Jean-Luc Mélenchon, puisque donc les professions de foi, donc documents officiels qui sont envoyés à tous les électeurs, malheureusement on l'a toujours pas reçu, ce que je trouve un peu étrange à 5 jours du premier tour, on n'a toujours pas reçu les documents officiels, enfin, moi c'est mon cas, et on est d'autres ici, bon là c'est une impression. Vous lirez donc la profession de foi de Jean-Luc Mélenchon. La chose la plus radicale qu'on peut lire sur la question européenne, c'est sortir des traités européens, qui est après affadi, on va dire, par une autre expression, se libérer des traités européens. Donc il ne s'agit pas du tout de sortir de l'Union européenne. Hein. On peut tirer les choses de façon très, très généreuse, mais il ne s'agit pas d'une sortie de l'Union européenne. J'ai dit moi-même qu'il était incohérent. Et il n'y a pas un mot sur l'euro. C'est-à-dire que l'euro n'est pas du tout mentionné la prochaine fois. La monnaie en général n'est pas mentionnée, donc voilà. Bon. L'OTAN, c'est... Vous ne sortez pas du capitalisme, hein, je précise. J'en ai comprends non plus. Hein. Ouais, mais si on rétablit... Oui, mais vous, je vous ai jamais vu dans une manif, vous n'avez jamais aidé le travail à rétablir un tour de force. En tout cas, et François Asselineau, aussi sur la question, par exemple, du temps de travail, parce que là, tu ne m'as pas répondu, là je l'ai, si tu veux la lire, la déclaration Asselineau. Moi, sur les 35 heures, moi je ne suis pas dogmatique, je pense qu'il y a des situations, il faut que les gens puissent travailler 35 heures, d'autres notamment des métiers nouveaux, je ne sais pas, sur Internet, ce genre de choses, où les gens ne comptent pas les heures. D'ailleurs, vous savez très bien que les cadres dans les entreprises ne comptent pas leurs heures. Donc, personnellement, je serai en faveur d'une grande souplesse. Je ne suis pas en faveur d'une réglementation précise. C'est au-dessus avec les 23 à gauche. Tu cites pas le contexte. Ça, c'était les professions cadres qui ne sont déjà pas soumises aux 35 heures. Alors, il ne s'agit pas de revenir sur la durée légale. Enfin, que les gens lisent le programme de François Asselineau, et ils verront qu'il n'est absolument pas question de revenir sur la durée légale du travail. Donc, ne dis pas n'importe quoi. Enfin, je veux bien qu'on ait un débat, mais c'est pas ton article est farci de ça. Il y a des omissions, il y a des transformations du contenu du programme que chacun vérifie par... Est-ce qu'il faut revenir sur la loi El Khomri, par exemple? Et puis voilà, que chacun lise aussi sur la case du droit du travail. La profession de vote. Je n'ai jamais dit qu'il fallait pas le lire. Et compare à celle de Jean-Luc Mélenchon, voilà où se situe mais alors, il faut la clarté, qui propose le Frexit, la sortie de l'euro. Malheureusement, je suis obligé. Moi, malheureusement, il y a quelqu'un qui ne veut pas sortir du capitalisme. Est-ce que Laurent pourrait peut-être développer ses réponses? Non, mais voilà, les gens vont recevoir la profession de foi demain, j'espère. Demain ou après-demain, les 11, enfin, c'est assez incroyable d'ailleurs de demander aux gens, s'ils veulent être studieux, de lire 11 professions de foi avant dimanche. Enfin, c'est complètement anormal que ce soit... court. Ça fait une quarantaine de pages quand même en tout. Hein. Enfin, les gens travaillent, tout ça, donc c'est samedi. Samedi, c'est la lecture intensive. Voilà, que chacun lise la profession de foi de Jean-Luc Mélenchon, de François Asselineau et les autres, et puis juge sur pièce. J'ai jamais dit le contraire. Jean-Luc Mélenchon, bon, il a le mérite de proposer la sortie de l'OTAN. Il y aura un débat après. La sortie de l'OTAN. Le problème, c'est que sur les questions de guerre, c'est pour le moins ambigu. Hein. La guerre en Libye. Donc Jean-Luc Mélenchon dit qu'il fallait intervenir militairement pour aider la révolution libyenne. Il faut intervenir militairement pour aider la révolution libyenne. C'est ça date de quand, ça, cette histoire? Chez Jean-Jacques Bourdin, BFM TV, 18 mars 2011. Parce qu'en tout cas, il y a eu... moi, j'ai un texte dans l'Humanité où il dit qu'il faut l'ONU, rien que l'ONU, et pour appliquer 1973, la résolution 1973, c'est-à-dire sous pression de sa base, hein, parce que peu importe ce qu'il pense lui réellement, mais en tout cas, j'ai dans l'Humanité, je vais vous le retrouver, l'ONU, rien que tout l'ONU, et d'ailleurs c'est votre programme, c'est dans votre programme, c'est respecter les lois de l'ONU. Alors, on peut
mettre en cause l'efficacité de l'ONU. Je pense qu'il faut quand même dialectiser tout ça, effectivement, il faut quand même remettre en cause. Mais il est évident que sous pression de sa base, je ne dis pas que Mélenchon, son côté socialiste, social-démocrate, vous savez que la ligne de fracture entre les communistes et les social-démocrates, c'est la question coloniale depuis des lustres. Je veux dire, on le sait. Genre, quand Maurice Thorez propose le Front populaire, avec non seulement Léon Blum, mais même des radicaux, il sait très bien à qui il a affaire. Je veux dire, et c'est pour ça que je vous parle. Bon, je termine sur la guerre. On n'est pas à la télé à respecter les temps de parole, etc. Mais bon, je termine sur la guerre en Libye. Donc, il fallait intervenir militairement pour aider la révolution libyenne. On voit le résultat. C'est un drame. Le pays est dans le chaos. Et la France, enfin, en notre nom, est intervenue. On est responsable. Et Jean-Luc Mélenchon, heureusement qu'il y a des gens pour le faire rétropédaler sur cette question. Et donc Bourdin, donc c'était le 18 mars 2011, Bourdin lui dit donc Nicolas Sarkozy a eu raison. Et Jean-Luc Mélenchon répond mais oui, mais quand moi j'ai une bonne idée, est-ce que vous allez demander à Nicolas Sarkozy si elle est bonne? Donc bonne idée. Donc c'était une bonne idée de faire la guerre à la Libye. Bon, en tout cas, moi et avec les conséquences que l'on voit. Alors, le problème, c'est que concrètement, sa position finale n'est pas celle-ci. Récemment, laisse parler Laurent. Le bombardement décidé par Donald Trump, son entourage, sur la base syrienne. Jean-Luc Mélenchon est embarrassé. Il reproche à François Hollande et à Angela Merkel de permettre à Trump de faire des bombardements seul. C'est pas normal de laisser Trump bombarder tout seul. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, c'est pas ce point de vue. Si. Ah si. Écoutez, j'ai vérifié tout. Notre citation, tu vas voir, moi j'en ai d'autres. Évidemment, il dit oui, ça va mener à l'escalade, mais c'est pas une condamnation. Si. Non. C'est pas aussi clair en tout cas que ce que dit François Asselineau. C'est le président français, la chancelière allemande, laisse Trump bombarder tout seul, alors qu'il faudrait se sentir. Que les gens vérifient sur Internet, ils pourront le faire en regardant cette vidéo. Développe les arguments. Vous aurez l'occasion, les uns et les autres, Aymeric et le public, ensuite d'émettre vos objections. Je voudrais que tu finisses, que tu développes. Non, mais j'ai 6 pages de citations de Jean-Luc Mélenchon sur quantité de sujets. Allez, 4 juillet 2013, dans l'émission Arrêt sur Image, un débat avec Jacques Sapir. Je veux l'Europe, dit Jean-Luc Mélenchon. Je veux l'Europe. On a créé l'Europe parce qu'on veut être solidaire. Résolution du parti de gauche sur l'euro, 10 avril 2011. Le PG entend œuvrer à une transformation de l'UE, non à sa destruction. C'était il y a 6 ans. Oui, et François Asselineau n'en était pas là à l'époque. Il ne s'agit donc pas seulement d'abandonner l'UE à son triste sort en restaurant la seule souveraineté du peuple français, mais d'engager une épreuve de force au sein de l'UE en démontrant qu'un gouvernement déterminé à le faire peut toujours mener une autre politique. S'affranchir du carcan néolibéral de l'UE, sortir de l'application intégrale du traité de Lisbonne sans sortir de l'UE. C'est démontrer que l'on peut préserver l'acquis de 50 ans de construction européenne. Préserver l'acquis de 50 ans de construction européenne. Ça me déplaît. En se débarrassant du poison néolibéral. Et Jean-Luc Mélenchon n'a pas tellement évolué depuis cette époque-là. Plus récemment, 2016, 10 septembre 2016, dans l'émission On n'est pas couché sur France 2. Je n'accepte pas que continue la politique européenne dans laquelle nous sommes inclus, qui va tuer notre pays après l'avoir détruit, et qui va surtout tuer toute idée d'Europe. Parce que les gens vont finir par détester ça. Ça sera très grave, qui commence à détester l'Union européenne, c'est gravissime. M. Mélenchon a raison de s'en inquiéter. Ce qui est quand même incroyable, alors que depuis 1 siècle et demi, on se bat pour ça. C'est 10 septembre 2016, là, c'est pas la résolution du 10 avril 2011. C'est pas les communistes qui se sont battus pour ça. Par conséquent, il nous faut sortir des traités européens. Voilà, ça semble c'est séduisant. On a l'impression que ça veut dire qu'il faut sortir de l'Union européenne, mais ce n'est pas le cas. Il ne propose pas la sortie par l'article 50. Je me trouve surprenant que le PRCF appelle à voter pour un candidat qui, à propos de Michel Rocard, dit
c'est le 2 juillet 2007, donc c'est après la mort de Michel Rocard. Des milliers de personnes engagées sont en deuil. Bon, ça, on peut, ça va, il l'a connu. Un éclaireur nous a quittés. Sa vie est une leçon. À chacun de la méditer. En ce temps-là, tous les socialistes étaient de gauche. Même très différemment. Ça, c'est le compte Twitter de Jean-Luc Mélenchon, le 2 juillet 2016. Le 24 juin 2017, excuse-moi, je remonte très très loin, donc il a beaucoup évolué depuis. Il débat avec Pierre Moscovici, à l'invitation de l'Express, sur la possible candidature de Dominique Strauss-Kahn à la présidentielle de 2012. C'est assez avant de trébucher dans un hôtel. Il est membre du PS, donc Dominique Strauss-Kahn, et a été ministre du gouvernement de Lionel Jospin. Au nom de quoi pourrais-je lui contester son appartenance à la gauche? Donc, Dominique Strauss-Kahn est un homme de gauche, selon Jean-Luc Mélenchon. Ah, si Tocard l'est, j'aime dire. Sur l'Europe fait la paix, donc c'est la contradiction permanente. Donc l'Europe fait la paix. On peut le multiplier, je suis d'accord pour le multiplier. Alors, est-ce que je peux répondre maintenant sur cette question? Ce point est clair, donc bon, oui, vas-y, Aymeric. Okay, oui, je peux prendre la parole. Bon, effectivement, là j'ai par exemple sur la question de la guerre en Libye, j'ai la déclaration de Mélenchon, donc quelques jours après, 23 mars, donc sur pression, évolution de la base. Et moi, clairement, il est possible même qu'on considère que Jean-Luc Mélenchon n'est pas un bon porte-parole pour la cause que portent des millions de gens. Mais il y a des millions de gens derrière Mélenchon. Moi, j'étais à la manif du 18 mars, il y avait 130 000 personnes. Je les ai vus, c'était comme une grosse manif CGT. Hein. Et je peux vous dire, il y avait des gens qui venaient nous voir, initiative communiste, ils ne voulaient pas nous parler d'histoire du communisme ou pas. Ils disaient très bien votre position sur l'euro et sur l'UE. Donc moi concrètement, voilà, j'entends l'être poussé. Ouais, ils vont être déçus. Alors la question de la déception, on ne fait pas la politique pour être. C'est un point de vue infantile sur la politique. On n'est pas déçu. Ça, oui. Moi, la précision, c'est infantile. Bon, moi, ce que pense la social-démocratie, je la vois évoluer. Ce que je vois, c'est que sur la question de l'OTAN, Hamon est en train de planter le PS et de mourir avec l'OTAN et le PS avec lui. Et ça, moi, je trouve ça magnifique. Bon, pour ce qui est de Mélenchon et la Libye, comme je vous le dis, je ne dirai jamais du mal de la franc-maçonnerie en tant que lutte laïque contre le poids de l'Église. Je pense qu'elle avait un rôle historique important. On sait que, historiquement, la franc-maçonnerie a été colonialiste. Donc, je veux dire, je réduis pas non plus Jean-Luc Mélenchon à cela. Moi, je crois que son trotskisme, il est lointain, parce que je vois bien comme raison. On l'a vu, le débat, les Laguillés, j'allais dire Poutou et Artaud, on voit bien comme il raisonne. Je crois le trotskisme, il l'a vraiment abandonné. Mais effectivement, il y a ce logiciel de gauche républicaine, avec effectivement sur la question coloniale, c'est ses grosses faiblesses. Mais ce qui est intéressant, c'est que précisément la base l'a complètement fait évoluer. Parce que là, je vois dans l'humain 23 mars, l'ONU réclame toute l'ONU, l'OTAN dont je condamne l'existence et donc je souhaite que la France se retire, rien à faire en Libye. La résolution 1973 de l'ONU concernant la Libye doit être fidèlement appliquée. Son objet est clairement délimité. Il s'agit de mettre en place une zone d'exclusion aérienne actuellement effective pour protéger les civils libyens. La résolution 1973 n'a pas d'autre objectif et exclut clairement toute autre intervention militaire. Alors, à moi, je reconnais, moi-même, vis-à-vis de la question de l'ONU, je pense qu'il faut être plus dialectique que ça. Il faut se battre pour relégitimer l'ONU et voir aussi vraiment ses limites. C'est 5 jours après les déclarations que j'ai citées chez Bourdin. C'est un changement radical en 5 jours. Hein. Comme Trump. Ah oui, c'est ça. Bah oui, alors tous ceux qui ont parié, d'ailleurs, je voulais le dire, cette question de Trump, elle est importante. On voit que tous ces gens de gauche qui se sont dit, c'est évidemment, s'il s'agissait de dire que Clinton était pire en termes d'impérialiste, c'est vrai. Tout à fait. Mais avoir quelques illusions, évidemment, ça ne portait pas conséquence, parce que personne ne votait aux États-Unis. Avoir quelques illusions sur ce qu'est Trump, sur telle ou telle personne, alors que le problème, c'est le fait même de rester dans le capitalisme qui pose problème. Alors après, les illusions qu'a François Asselineau sur la pérennité, sur la possibilité de réconcilier le capital et le travail, font qu'il prenne la sortie de l'Europe via l'article 50. Alors moi aussi, ça c'est quelque chose qu'il faut soulever, c'est un grand point de dissension avec vous. Là, je parle de nous, de l'ensemble des gens qui sont pour une sortie effective de l'UE et de l'euro. De ce point de vue-là, on a pu le recevoir de vous, parce que nous, ça fait des années qu'on est sur ce logiciel-là, on n'a pas varié sur cette question, et surtout pour des communistes, parce que nous, on n'a pas le point de vue des social-démocrates. Les communistes se sont toujours opposés à la construction européenne, parce que déjà, non seulement c'était une machine de guerre contre l'Union soviétique, mais contre les peuples. J'en parlerai, mais par exemple, un classique, c'est aux origines du carton européen.
1900-1969, pour moi, ça date depuis longtemps, bien sûr, que simplement que le traité de Rome. Hein. Annie Lacroix, effectivement, qui est une historienne remarquable, et qui explique finalement la France sous influence allemande et américaine. Bon, le point de vue du communiste est toujours historique, voilà, à moi qu'on soit. Oui, après il y a l'eurocommunisme. Certainement pas du PCF. Oui, alors. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas été très il a été consistant de ce point de vue-là. Eurocommunisé. Et d'ailleurs, il ne fallait pas non plus s'étonner de Tsipras. Tsipras était un eurocommuniste. Enfin, il vient d'un parti qui était. Il y a eu vous savez qu'il y a eu une scission sous la dictature grecque, la dictature fasciste en Grèce, du parti communiste, un parti communiste dit de l'intérieur. C'était une manière de se moquer en fait des soi-disant staliniens qui étaient liés à Moscou, donc ils se disaient de l'intérieur. En fait, ils n'étaient pas de l'intérieur, ils étaient de l'Union européenne. Enfin, ils ont toujours poussé à ça. Donc là aussi, il faut voir en termes de dynamique, c'est que moi, la question des personnes ne m'intéresse pas beaucoup. Je vous entendais savoir si Jean-Luc Mélenchon a mangé du quinoa ou pas. Moi, je m'en moque du fait que... Ah, j'ai pas encore parlé de ça. Bon. Moi, le fait qu'il essaye d'avoir un électorat bobo qui mange du quinoa, c'est-à-dire du blé sans gluten, sortir des protéines carnées, mais pas l'Union européenne, c'est ça. Oui. Bon. Oui, mais alors, clairement, c'est pour ça qu'il est à 20% et que grosso modo, on va essayer de pouvoir recréer une dynamique où grosso modo, il y a 10% des gens qui, eux, sont vraiment qui ne sont pas les sociodémocrates, qui sont sur ces bases-là, qui ne sont pas tous communistes, parce que les masses n'en sont pas là, mais c'est comme ça qu'on va pouvoir, disons, créer cette dynamique. Alors, je dis, là, je m'adresse, non pas à vous, cher monsieur, mais à mes camarades, à des camarades communistes, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, mais vous n'êtes pas léniniste, vous n'êtes pas pour la forteresse assiégée, comme Pétone avec ses grosses moustaches, vous gardez votre organisation communiste, vous vous compromettez avec personne, vous dialoguez avec personne. Je les invite à lire le gauchisme, maladie infantile du communisme, parce qu'il ne suffit pas de donner quelques petites citations, comme ça les unes à côté des autres, les gens vont vous dire, finalement vous trafiquez les textes de Lénine, c'est très vaste, etc. Vous lisez tout le gauchisme, maladie infantile du communisme, qui n'est, contrairement à ce que pensent les gens, il ne part pas son temps à faire le portrait robot des gauchistes. Il explique au Parti communiste, on est en 1920, la stratégie à adopter. À partir de, c'est passionnant, c'est un grand texte de politique, on apprend vraiment la politique là-dedans, et à partir de de la propre expérience des bolcheviks. Et donc, et il montre bien comment il faut travailler à l'intérieur des masses, comment il faut être justement à un pas en avant des masses. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous donnais, ça c'est un extrait de la conclusion, je pense qu'on est dans une librairie, on peut lire des textes même. Il a le livre. Ah bon, ben voilà. Alors, l'avant-garde prolétarienne est conquise idéologiquement. Ça veut dire qu'il faut avoir un noyau avec centralisme démocratique sûr de lui, qui peut justement passer des alliances, voir exactement, et puis avoir une cohérence sur la durée. Bon, ça c'est le principal. Autrement, même un premier pas vers la victoire, c'est impossible. Mais de là à la victoire, il y a encore assez loin. On ne peut vaincre avec l'avant-garde seule. Jeter l'avant-garde seule dans la bataille décisive, tant que la classe tout entière, tant que les grandes masses n'ont pas pris soit une attitude d'appui direct à l'avant-garde, soit tout au moins de neutralité bienveillante qui les rende complètement incapables de soutenir son adversaire, ce serait une sottise, et même un crime. Or, pour que vraiment la classe tout entière, pour que vraiment les grandes masses de travailleurs et d'opprimés du capital en arrivent à une telle position, la propagande seule, l'agitation seule ne suffisent pas. Pour cela, il faut que ces masses fassent leur propre expérience politique. Il y a un temps incompressible, malheureusement. C'est pour ça qu'Engels disait qu'il ne faut pas prendre son impatience pour un argument politique. Il faut que les masses fassent leur propre expérience. Donc il faut qu'elles soient dans un mouvement dynamique. Alors, se couper du mouvement syndical, comme le fait de facto François Asselineau, de toute façon, l'amène à une... Et là, Plein de syndicalistes au sein de l'UPR, on n'est pas du tout coupé du monde syndical. Enfin, bon, toutes les objections que tu fais là, qui sont excellentes, s'adressent plutôt à Mélenchon qu'à Asselineau. Aussi bien. J'ai mis Mélenchon était marxiste, là je 10 minutes, ça ne concerne pas du tout Asselineau, ça concerne. Donc c'est un plaidoyer pour. Non, mais je te rends la parole tout de suite, et surtout je vais rendre la parole ensuite au public. Telle de la loi fondamentale. Bon. Alors, une citation de Lénine qui me semble extrêmement intéressante, ça c'était sur la question. C'est un texte beaucoup plus méconnu, ça je vous le conseille, c'est sur la question irlandaise. Lénine n'a pas encore pris le pouvoir, on est en 1916, il y a eu les insurrections de Pâques en Irlande, et par rapport à tous ces communistes qui pensent qu'il ne faut jamais passer d'alliance et rester sur leur propre, disons en pensant qu'avec leur pur programme, croire que la révolution sociale soit concevable sans insurrection des petites nations dans les colonies en Europe, sans explosion révolutionnaire d'une partie de la petite bourgeoisie, et il souligne avec tous ses préjugés, sans mouvement des masses prolétariennes et semi-prolétariennes, politiquement inconscientes contre le joug seigneurial, clérical, monarchique, national, c'est répudier la révolution sociale. C'est s'imaginer qu'une armée prendra position en un lieu donné et dira « nous sommes pour le socialisme », et qu'une autre, un autre lieu, dira « nous sommes pour l'impérialisme », et que ce sera alors la révolution sociale.
C'est seulement en procédant de ce point de vue pédantesque et ridicule qu'on pourrait qualifier injustement l'insurrection néerlandaise de putsch. Quiconque attend une révolution sociale pure ne vivra jamais assez longtemps pour la voir. Il n'est qu'un révolutionnaire en parole qui ne comprend rien à ce qu'est une véritable révolution. Donc évidemment que le mouvement de la France insoumise, qui est à 20% et qui peut nous protéger de l'ubérisation, de la satchérisation et de la lepénisation, il est évidemment impur, totalement impur. Mais moi, en tant que marxiste-léniniste conséquent, ça ne me gêne pas. Alors, je vous invite maintenant à faire chacun une conclusion. Voilà. D'abord toi, Oui, ensuite celle d'Emeric, et on va passer la parole ensuite Oui, au public. tu as parlé de Tsipras. Voici ce que disait Jean-Luc Mélenchon le 15 janvier 2015. Il dit plus ça. 15 janvier 2015, c'est quand même pas le siècle dernier. C'est un message voté Maastricht, qu'est-ce que tu veux? Tu as remarqué que je n'ai pas... C'est pas d'assentiment à 5 personnes. C'est pas l'élection de Miss France, c'est l'élection présidentielle. On ne vote pas pour un homme. J'avais la citation de Maastricht. Laisse-le finir. Allez, il me tente, je lis 9 juin 1992, au Sénat. Mais tu ennuies tout le monde. Bon, bah, laisse les gens juger par Voilà, eux-mêmes. ils jugeront eux-mêmes. Il conclut, tu concluras. Voilà. Donc, Jean-Luc Mélenchon, et je ne comptais pas le faire, mais tu insistes manifestement. En tant qu'homme de gauche, je souhaiterais me tourner un instant vers certains de nos amis. Ils se tournent vers les travées communistes. Pour leur faire entendre que Maastricht est un compromis de gauche. Pour la première fois, dans un traité de cette nature, des mesures d'encadrement du marché sont prévues. Pour la première fois, citoyenneté et nationalité sont dissociées. Pour la première fois, les syndicats vont être associés au processus décisionnel. Protestation sur les travées communistes, applaudissements sur les travées socialistes. Bon, Tsipras, il a changé, je reconnais qu'il a changé depuis, il a regretté ce vote, mais il n'a pas assez changé, c'est ça le problème. Il n'a toujours pas rompu avec le mitterrandisme, avec le rocardisme, et vous le constaterez bien assez tôt. 15 janvier 2015, message adressé aux Grecs, donc c'est avant le référendum, donc il s'adresse au peuple grec pour lui dire, je ne vais pas vous dire ce qui est bon pour la Grèce, vous le savez mieux que moi, et c'est d'ailleurs pourquoi vous allez voter Syriza. Et si je vous appelle à voter pour Syriza, c'est d'abord dans l'intérêt du peuple français, des gens qui, comme vous, chaque jour, ont à souffrir des politiques des néolibéraux. 20 janvier 2015, donc 5 jours après, Jean-Jacques Bourdin, donc sur BFM TV, vous êtes le Syriza de France, quoi, si j'ai bien compris, Mélenchon. Ah bah depuis longtemps, puisque ça fait des années que nous travaillons ensemble. 16 juillet 2015, donc c'est après le référendum, et c'est là qu'on voit que Jean-Luc Mélenchon, que Alexis Tsipras s'assoit sur le résultat du référendum et donc sur le verdict populaire. Alors que Jean-Luc Mélenchon un peu embarrassé. Donc on peut considérer qu'il y a là une erreur dans le combat qui a été faite. Mais à partir de là, ça ne le disqualifie pas lui, Tsipras. Donc moi je reste solidaire de Tsipras. Donc solidaire de quelqu'un qui vient de passer à la trappe le résultat d'un référendum. Voilà, j'invite les gens qui nous regardent à lire ce livre de Jean-Pierre Garnier et Louis Genevert qui s'appelle La deuxième droite. Pour moi, Jean-Luc Mélenchon, c'était une espèce de tentative de remake de Mitterrand de 81, et je trouve surprenant que des communistes retombent dans le panneau. Comme tous les remakes, ça sera moins bien que l'original en plus, donc voilà, que tout le monde lit ça. C'était déjà pas brillant. Ta conclusion. Conclusion. À Maastricht, qu'est-ce qui s'était passé? Ça a failli passer, enfin le nom a failli passer à quelques voix près. Ça n'eût été l'option négative nihiliste électoralement d'Arlette Laguillet. Les trois forces en présence qui étaient partisans du non, c'était historiquement donc le Parti communiste français qui avait résisté à cette pression gros-communiste. Il y avait les gaullistes avec Philippe Séguin, et il y avait un nouveau venu dans l'anti-européanisme qui était le FN. Je vous rappelle qu'ils avaient voté pour l'acte unique européen. Donc c'était nouveau et c'est très labile leur position anti-européenne. Et il est évident, ça je pense qu'on sera d'accord, qu'ils se serviront, si jamais ils allaient au pouvoir, à Dieu ne plaise, pardon de parler de Dieu, mais j'en suis là, moi, dans ces cas-là, à Dieu ne plaise, pour éviter, ils en serviront comme monnaie d'échange avec la bourgeoisie pour faire une sorte de grand bloc de droite. Le PEN était européiste et il l'est peut-être encore. Hein. Voilà, bon. Alors, il y a deux forces historiques en France, c'est les forces qui ont libéré le pays, c'est le gaullisme et le communisme, hein, qui sont anti-européennes. Si on fait une analyse marxiste, nous pensons que les forces strictement gaullistes n'ont plus d'appui de classe, c'est-à-dire ça suppose quand même une bourgeoisie nationale non comprador,
patriote, avec ses propres intérêts. Je pense que François Asselineau, il n'y a qu'à voir par exemple le fait qu'il veut remettre la France dans l'OMC, avoir augmenté le budget militaire, enfin le plein droit, le siège de plein droit, y compris même certaines illusions qui se fait via l'article 50. Et je peux vous dire que tous les gens qui sont contre la sortie, il n'y a plus personne qui est sur la thèse de l'article 50, parce qu'on pense que ça risque de lier la France à 2 ans de négociation. On n'en a pas parlé. Il y a au moins 25 000 adhérents de l'UPR qui sont toujours sur cette ligne, et on verra le nombre d'électeurs. D'accord, on comprend, ça c'est l'économie organique. Donc en tout cas, on pense que le gaullisme n'a plus, malheureusement de leur point de vue, plus de base de classe suffisante, et qu'on rappelle quand même que les forces qui se sont opposées à Maastricht en termes social, c'est 79% les ouvriers, 67% les employés, 70% les agriculteurs, même une bonne partie, par exemple il y a une bonne partie des classes moyennes qui ont commencé à dépasser cela. Je vous rappelle que Maurice Thorez disait quand même, quand il a fait le Front Populaire, il y avait quand même une angoisse, c'est de se dire, il y a une course de vitesse entre les fascistes et nous pour savoir qui va avoir les classes moyennes. Donc je veux dire, s'il faut manger du quinoa, je veux bien manger du quinoa, c'est pas la question. Ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, ce gaullisme s'effondre, parce que Charles Pasqua à Villiers, auquel M. Asselineau adhérait, ça faisait 13%. Non, il n'a pas adhéré à Charles Pasqua. Il a même fondé, il est cofondateur du RPF, non, je crois. Bon, enfin, en tout cas, bon, alors là, je sais pas, en tout cas, non, mais non, d'accord, peu importe. L'important, c'est le mouvement, mais ou l'homme. Non, mais d'ailleurs, je n'identifie pas à Villiers, je le vois plus à Pasqua, mais Charles Pasqua était un gaulliste historique, c'est pas la question, mais bon, il était dans ce moment-là. Bon, mais concrètement, il y a eu un effondrement de ce gaullisme historique. Donc je crois qu'il faut quand même parier sur la classe ouvrière, parce que on n'emporte pas la patrie à la semelle de ses souliers, et c'est encore la classe ouvrière qui est capable d'insuffler ce mouvement. Et je pense qu'il faut effectivement faire une analyse de classe, et donc parier sur elle. Et se couper complètement du milieu syndical, comme le fait naturellement, sans même y penser, et c'est ça qui est encore pire, François Asselineau, et à tel point que quelqu'un comme Jacques Sapir, je vais citer quelqu'un qui n'est pas un marxiste, qui est un keynésien, Jacques Sapir, dans sa dernière analyse, dit bon, bravo, il connaît bien les textes constitutionnels, mais il a toujours rien compris à la politique. C'est grave comme analyse. Ouais, je pense que c'est ça. C'est-à-dire qu'il a essayé de faire une alliance Mélenchon-Le Pen. Il a tout compris à la stratégie politique. Je ne suis pas sûr qu'il ait dit ça, mais je parle de position intellectuelle Jacques Sapir, mais c'est quand même un expert reconnu. Ne pas comprendre politique, c'est pas expert en stratégie politique. C'est pas comprendre aussi les classes sociales et voilà. Donc en tout cas, cherche, on va dire Sapir. J'appelle pas Jacques Sapir, mais en tout cas, j'appelle à ce que la classe ouvrière se mobilise. Voilà. Merci. Voilà, donc merci à tous les deux. Donc il y a des questions, on va commencer, on va les prendre les unes après les autres. Alors Monsieur Potier, ensuite est-ce que vous voulez qu'on réponde à chaque question individuellement ou on prend une série de questions? Bon alors, allez-y. Donc je vais essayer de ne pas être trop long. Je suis en désaccord absolu et j'avoue être désolé avec ce que vous venez de dire, Émeric Monville, mais vraiment en désaccord absolu. Oui, mais on a dit des questions. Hein. Alors, voilà. Non, parce que sans ça, chacun va donner son avis, ça va durer 10 ans. Quoi. La question, la citation que vous avez faite sur le mouvement de libération en Irlande, il y a d'ailleurs quelqu'un dans le groupe de l'UPR qui s'appelle Kogan ou un autre comme ça qui l'a fait, et qui montre justement que ça va à l'encontre des arguments que vous disiez. Ma question, elle est simple. Est-ce que, premièrement, croyez-vous vraiment que Mélenchon va nous sortir du carcan européen, comme dit Anne Lacroix-Ruiz, contrairement à ce qu'il dit? Son plan 1, c'est renégocier les traités. C'est impossible. Il faut 27 gouvernements en accord, plus 27 parlements. Statistiquement, c'est impossible. Donc, il reste le plan B. Mais le plan B, quand on n'annonce pas la couleur, avec l'article 50, comme font les Anglais, eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les marchés vont lutter. Et qu'au bout d'un moment... Oui. Bon, la question a été posée. Est-ce qu'il va vraiment sortir voilà. Que c'est en fait un nouveau Tsipras, et du point de vue de la dynamique, d'éliminer définitivement la gauche. Et ma question la plus importante, qui détermine ce que je viens de dire, ne pensez-vous pas, quand on est dans un phénomène complexe, qu'il y a des contradictions principales? Et la contradiction principale, c'est avec justement l'oligarchie euro-atlantique liée à l'impérialisme américain, et qu'on est dans un glacis de l'aspect, je dirais, civil, c'est l'Union européenne et l'euro, et l'aspect militaire, c'est l'OTAN, article 42 du TFUE. Et que donc, ce qui compte, c'est de lutter contre ça, et que la vraie dynamique, c'est cette lutte
quelles que soient les personnes qu'il peut y avoir. Et vous avez raison de dire qu'il n'y a pas de bourgeoisie nationale. Tant mieux, parce qu'à ce moment-là, la lutte contre l'oligarchie est complètement une lutte de classe, telle que l'a très bien montré dans un de vos bouquins que vous éditez, Domenico Losurdo. La lutte de libération nationale est la lutte de classe et les tâches actuelles. Voilà. Voilà ma question. Alors, tu veux une deuxième question? Monsieur, allez-y. Merci. Je ne vais pas rentrer dans les détails pareils de diverses citations, parce qu'on pourrait remonter aussi... Non, mais c'est des questions, on a dit. Voilà. Bien sûr, mais je voulais juste le dire, parce qu'on peut toujours prendre une citation de 1940, 1945. Et moi, j'ai entendu effectivement, apparemment, qu'au sein de l'UPR, il y avait des personnes qui étaient pour la rupture avec le capitalisme, c'est ce qui a été dit tout à l'heure dans la profession de foi, si j'ai bien compris. C'est pas une profession de foi, c'est la description de En mon tout cas, dans la parcours. description, on est d'accord. Bon. Donc, si je comprends bien, ça signifie que si on suit le raisonnement sortir de l'UE, sortir de l'euro, sortir de l'OTAN, derrière, c'est in fine pour aller vers l'objectif principal, qui est quand même l'objectif principal d'ailleurs du PRCF, c'est-à-dire sortir du capitalisme. La question est de savoir comment on y va. Donc, d'où ma question, est-ce que vous êtes tout simplement favorable, comme c'est le cas du PRCF, à la lutte des classes? Est-ce que vous êtes favorable à la dictature du prolétariat, disons-le très clairement? Non. Et pour une bonne raison, c'est parce que la dictature du prolétariat, je ne peux pas faire un... Qui a été abandonné par le Parti communiste depuis 30 ans. Et nous sommes tout à fait d'accord, c'est d'ailleurs pour ça que le PRCF n'est plus membre du Parti communiste français et qui cherche à le rétablir, mais passons. Et en fait, la question c'est justement pour sortir de l'Union européenne, sur qui s'appuyer concrètement? Si on ne s'appuie pas sur la classe ouvrière, justement, si on ne s'appuie pas sur ces mouvements sociaux qui existent, je signale que finalement, entre parenthèses, Mélenchon s'appuie sur cette dynamique qui s'est créée à partir de mars dernier, de mars 2016. Autrement dit, ça a ouvert un champ de possibles pour récupérer justement un électorat qui était dans le désarroi le plus complet, qui était trahi, on est d'accord, par la direction euro-communiste. D'accord, mais la question posée. Est-ce que vous êtes véritablement, vous dites, pour la sortie du capitalisme sur ses bases marxistes, léninistes, etc., sans quoi sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN n'empêchera pas de résoudre le problème central derrière, qui est le problème capital, si j'ose dire. C'est ça la question. Ok. Une dernière question, après on va avoir des réponses. Deux questions. Alors allez, vas-y. Oui, ça concerne moi le fond, ma question, que le début, la manière dont le débat s'est engagé. Je parle du débat entre vous deux. J'invoque ici, enfin, je pose qu'il y a eu un malentendu. C'est pas une formule de rhétorique, c'est pas pour dire si c'est très clair. Non, il y a vraiment un malentendu, c'est à propos de l'expression dont s'est servi à plusieurs fois Émeric, de marxisme à stalinisme. Lorsqu'il a fait la critique du débat qui avait eu lieu ici précédemment, avec en présence de François Asselineau. Je crois que là, Émeric fait le même contresens que quelqu'un qui m'a dit que je m'étais... on m'avait vu bras dessous avec Asselineau et que j'avais appelé à voter pour lui. Alors, c'est quand même hallucinant. Tout le monde voit la vidéo, on l'a à sa disposition, du début jusqu'à la fin. Non seulement je n'ai pas appelé à voter pour lui, c'est un jeu, je m'en fous, j'ai pas seulement moi, personne n'a appelé à voter pour lui, mais je veux dire, en plus, Dominique Mazuet avait été très clair, ce n'était pas une réunion électorale. Oui. Hein, Oui, mais non, mais là, pour l'instant, on pose des questions, si tu veux. Donc tu fais une mise au point, mais on va poser les questions. On va en parler. Le problème du marxisme a un rapport avec le débat d'aujourd'hui. Personne n'a évoqué une alliance. Oui. Donc je veux dire, c'est très important. C'est une mise au point donc que tu fais. On n'est pas là pour faire une réunion électorale, la seule consigne électorale qu'on donne, c'est ne votez pas Macron. Hein, voilà. Vous pas tant penser. Voilà. Votez si vous tenez absolument à voter. Moi, je dis qu'il faut surtout pas voter, mais voilà, mais ça c'est un point de vue personnel, subjectif. Que les classes sociales, c'était pas les professions. Quand il a dit il y a chez nous des étudiants, des patrons, des machins, etc. Donc je veux dire, je vois pas où est la convergence là. Au contraire, je rappelle des contradictions fondamentales. Maintenant, ma question c'est ça. Pourquoi on juge positive, et je juge aussi, les alliances, l'impureté que très justement tu dis, c'est pas, il ne faut pas faire un procès en sorcellerie contre l'impureté en politique, sinon on ne fait pas de politique, je veux dire, et on n'est pas dans l'histoire, hein, l'impureté c'est effrayant, c'est ce qui ravage notre époque, sous la forme écologique ou ayatolesque, ou islamiste, ou catho, ou à Saint-Nicolas du Chardonnay, la pureté, on sait ce que c'est, quoi. C'est effrayant, c'est des millions de morts. Donc,
c'est le sang pur. Hein. Non, tu as parfaitement raison de faire ce procédé contre l'impureté. Mais pourquoi on tolère l'impureté chez Mélenchon, ce qui est parfaitement défendable? Ça va de la fidélité à Mitterrand à la sympathie qu'ont les membres des marxistes-léninistes pour lui. Et alors que quand c'est Asselineau, on dit comment ça se fait, que c'est un homme qui était avec Pasqua, qui était un homme de droite. Bon, moi, Pasqua, c'est un gars qui a dû projeter de fusiller des gens comme moi à l'époque. Je ne suis pas en train de prendre sa défense. Mais enfin, Pasqua, il a été résistant, alors que Mélenchon n'a jamais dénoncé Mitterrand, qui était un collabo. Voilà, je veux dire, si on fait des procès en sorcellerie, il faut les faire des deux côtés, ou alors on n'en fait pas du tout. Voilà, donc la question... Ma question, c'est pourquoi l'impureté, oui. je veux dire, n'est défendue que dans un seul camp. Voilà. C'est tout. Et donc, on passe à une dernière question, tu voulais en poser? Moi, je préfère passer après. Après. Bon, alors une dernière et après les réponses. Allez. J'en avais une aussi. Bon, alors tu vas... Allez, tant qu'on y est, on va aller jusqu'au bout. Vas-y. Essayer d'être court, en fait, ça s'adresse aux membres de l'UPR. Du coup, c'était pour savoir si l'UPR ne craignait pas de se faire dépasser, au sens où... bon, Asselineau pose la question de la sortie franchement directe de l'Union Européenne, etc. C'est très clair. Non, ça dure 2 ans. Bon, attends. Oui, mais la question. On sort avec Article 50, c'est notre programme. Moi aussi, je suis assez surpris du fait qu'on devrait abandonner certaines luttes, etc. Pas parler de sujets clivants comme la lutte des classes. Je me demande aussi où était Asselineau pour la loi travail, par exemple, en disant on va faire une unité entre ceux qui veulent sortir de l'Union Européenne. Dans le programme ici, il s'agit d'un projet. Attends, tu vas répondre après. On finit les questions. Surtout, Note, tu vas faire tes réponses. Oui. Sortons de l'Union Européenne, etc. Sauf que la réalité est qu'aujourd'hui, la majorité des Français, malheureusement, n'est pas prêt à entendre ça tel quel. Et je salue quand même le travail de l'UPR pour ses conférences, etc. Qui, au moins, voilà, Asselineau est un bon conférencier. Après, je rejoins aussi Sapir pour dire que politiquement, c'est pas ça. Enfin, on l'a vu au débat des 11. Moi j'avais des potes qui ne connaissaient pas du tout Asselineau, c'était mais c'est qui ce type voilà, qui n'arrive pas du tout à sortir de son statut de conférencier, disons. Et je me demande si l'UPR va mettre au minimum, je dis bien au minimum 15 ans à se construire. Je me demande si la question de l'Union Européenne, la sortie, ne se posera pas avant. Voilà. C'est pour ça que je me demande pourquoi les membres de l'UPR qui ont le mérite d'être formés et d'avoir justement une érudition grâce à Asselineau qui a été développée, ne peuvent pas rejoindre des cercles de la France Insoumise qui sont franchement eurocritiques et qui font pression au sein de la dynamique de Mélenchon pour appuyer justement la sortie de l'Union Européenne. Lorsque Mélenchon... Bon, ça c'est la question. Quoi qu'il pense, personnellement on s'en fout. À partir du moment où il dit l'Union Européenne on la change, on la quitte, à partir du moment où il dit lors qu'il y a un problème, la solution c'est le peuple, il l'a dit, et là on peut commencer à faire pression là-dessus. Et je me demande qu'est-ce qui empêche un UPRiste, si je sais pas si ça se dit comme ça, de rejoindre des cercles à France Insoumise et de dire on va vraiment militer au sein d'une dynamique qui a vraiment, de ce point de vue-là, un avenir proche. Dernière question et après les réponses. Une question pour chacun des deux intervenants. D'abord au représentant de l'UPR, j'ai oublié son prénom. Laurent. Laurent Doré, c'est ça? Oui. La contradiction majeure que je vois dans cette candidature et dans ce programme, elle a déjà été évoquée plusieurs fois, mais je n'ai pas eu de réponse. Nous n'avons pas eu de réponse. Comment pouvez-vous à la fois dire que vous allez sortir du capitalisme Non, ça c'est moi. Et proposer... Non mais l'UPR ne dit pas ça, hein. J'en dis pas la réponse, mais bon. Justement. Ça c'est la position de Laurent. Et proposer une alliance capital-travail. Bon, c'est absolument contradictoire. Il faudra choisir un moment ou un autre. Non. Et j'ai l'impression quand même que vous n'êtes pas sur le chemin de faire le bon choix, en tout cas pour un marxiste. Premièrement. Je suis pas marxiste. Et j'ai pas eu de réponse là-dessus, en tout cas de M. Asselineau. Bon. La deuxième question. Peut-être de vous, mais pas de M. Asselineau. La deuxième question est pour Aymeric Monville. Bon, je comprends tout à fait qu'actuellement, on se pose la question de savoir si oui ou non il faut soutenir le seul mouvement qui a peut-être des chances de faire surgir des opportunités politiques au sens de, alors là Dominique Pagani sera mieux placé que moi pour en parler, du kairos grec. Mais il me semble qu'il y a un gros danger dans cette affaire, et ça a déjà été dit, et ce danger, c'est effectivement de donner une chance à quelqu'un qui ne sortira jamais de l'Union Européenne ni de l'euro. Ça n'est marqué à aucun de ces documents très clairement. J'ai eu la curiosité hier, j'ai fini, de regarder la dernière université populaire de FI. Et il y a un jeune qui n'a pas été démenti jusqu'à présent, qui a dit, en pleine réunion, diffusé partout,
Notre objectif n'est pas de sortir de l'Union européenne. Bon, il n'a pas été démenti. Donc, ma question c'est, est-ce qu'il n'y a pas un danger? C'était quoi comme université populaire, ça? De France Insoumise. Ah, de France Insoumise. La dernière, la 7e, là. Donc, ma question, et là je m'adresse à un marxiste, à un communiste. Est-ce que notre travail ne doit pas être, contre vents et marées, de préparer les forces révolutionnaires qui restent en France à répliquer, donc à ce que moi j'ai malheureusement tendance à qualifier, celui que j'ai encore tendance à qualifier effectivement de Tsipras français ou de nouveau Tsipras. Attention, nous étions tous tsiprasiens. Ah non, parle pour toi. Il y a quelque temps. Ah non, mais moi j'ai jamais été, moi. Jamais. Bah, excuse-moi, on est nombreux à l'avoir jamais été ici. Et tout le monde a changé d'avis. Ah non, nous on n'a pas du tout changé d'avis, là tu parles pour toi, hein. C'est pas tout le monde. Hein. Bon, soit. Donc, ce qu'il faut, le danger me paraît être effectivement de faire exactement la même erreur qu'ont fait les Grecs il y a 2 ans. Voilà, alors là maintenant, je crois qu'on a eu toutes les questions, vous vouliez en poser, allez, la toute dernière, hein, et après vous allez... Une petite question, comment, je ne connaissais pas le PRCF, excusez-moi, comment votre parti envisagerait ou verrait que Mélenchon pourrait faire quelque chose si on ne sort pas de l'Europe, puisque 80% du droit vient de l'Europe. Toutes les décisions sont prises ailleurs actuellement, que ce soit à l'OMC, à l'ONU, au niveau des lois biodiversité, enfin de tout ce qui est environnement, tout est conçu par l'ONU, avec les bingos, c'est-à-dire les big ONG, hein, qui n'ont aucune légitimité. Mais comment peut-on avoir un levier pour ensuite sortir du capitalisme ou pas, si on ne sort pas de l'Europe? Voilà, bon. Alors, dans quel ordre vous voulez répondre, je ne sais pas, et j'espère que vous avez noté toutes les questions. Donc chacun son tour répond. Tu veux répondre d'abord à la série de questions, ensuite Laurent, comme vous voulez. Vas-y, Aymeric. Bon, je vais essayer de répondre à tout le monde, et puis si vous êtes insatisfait, on reprendra après. Voilà. On va commencer par les contradictions principales, considérations secondaires. Effectivement, c'est une clé du l'analyse marxiste, et même principalement maoïste, hein, pourquoi pas. Mon contradicteur a fait une profession de foi où il parlait de cette humiliation nationale qu'il avait ressentie, que j'ai ressenti aussi également, qui a été l'imposition du traité de Lisbonne via le Congrès, c'est-à-dire un vol de vote, plus dans ce contexte de Maastricht qui a quand même détruit le pays, on est tous d'accord. Donc je pense qu'il faut sortir de l'UE et de l'euro, on sera tous d'accord sur cette question. Moi peut-être je suis peut-être un petit peu plus âgé que mon contradicteur, l'humiliation nationale que je l'ai vécue à 12 ans, c'est la chute du mur de Berlin, et je l'ai vécue en tant que Français. Parce que ce que j'ai compris inconsciemment, ce que je voyais, ce qui me restait encore de conscience nationale, disons, dans mon parcours historique, en tant qu'enfant de 12 ans, je voyais très bien qu'après la Révolution de 17, il s'en prendrait à la Révolution de 89. Donc il ne faut pas oublier cette genèse-là, ils ont voulu tuer la nation française. Dans ce qu'elle représentait, la nation française, c'est pas juste... c'est un contenant, j'ai apporté, excusez-moi, chez moi. C'est ça la nation française, hein, c'est de la chair, c'est du sang, c'est pas le légalisme de M. Asselineau. C'est pas très légal ça, mais c'est vivant. Donc moi il fallait, je suis désolé, c'est pas, on va expliquer pourquoi François Asselineau. Non, mais si on ne vote pas pour ça, on a Macron, Fillon et Le Pen. Bon, c'est aussi ça le problème, c'est qu'il y a un vote utile. De toute façon, on ne parle pas de la même chose. On parle de quelqu'un qui veut faire 20%, parce qu'effectivement il est ambigu. Ça, et moi, je suis prêt à le dire, on ne fera rien tant qu'on ne sera pas sorti de l'UE et de l'euro. Ça, je suis tout à fait d'accord. L'émergence même de la possibilité qu'on dénonce les traités est quelque chose, et qu'à un moment on dise un retrait unilatéral de la France. Et je signale que tous les partis politiques, et il y en avait d'autres, hein, il y a le PRCF, il y avait le POI. Vous voyez que je suis prêt à citer des trotskistes. Le POI a toujours milité pour la sortie de l'euro et de l'OTAN. On discutait aussi avec eux, il n'y a pas de raison qu'on ne discute pas. Si on discute avec de gaullistes, on peut aussi discuter avec trotskistes. On discutait avec des chevènementistes. Bon, on discutait avec le MS-21, le MPEP, là, Nikonov, tout ça. Bon, et bien ce que je peux vous dire, ce qui est bizarre, c'est qu'il n'y a plus que l'UPR qui soit pour la sortie par l'article 50. Alors,
notre camarade à la fin de la salle Et les Britanniques. a parlé de... Oui, alors les Britanniques, ils ont un hinterland qui s'appelle les États-Unis. Alors c'est quand même très très différent. Nous, précisément, non, on a... la France, c'est plutôt ça. La France, elle a sa classe ouvrière, elle a son mouvement social. Obama était très favorable au Brexit, il l'a fait savoir. Bah, en tout cas, ils sont quand même, ils ont une alliance stratégique qui était là. Et puis c'est un paradis fiscal. François Asselineau a parlé à son dernier, le pays qu'il a cité à la fin de son intervention dans Rayon, c'est symptomatique. Je sais qu'on est stressé, mais au contraire, c'est là où les choses s'expriment. Il a quand même parlé de la Suisse comme un modèle. La Suisse et l'Angleterre, c'est deux paradis fiscaux. Donc je veux dire, faut savoir ce qu'on veut. De toute façon, la France, ça n'est pas ça. Donc la France, elle a des spécificités. On parle de l'article 50 pendant 2 ans, parce que ça peut durer 2 ans. Il faut en plus l'accord de la Commission. Donc c'est même pas sûr que ça... Et c'est en plus entériner le traité de Lisbonne, qui est illégal. Monsieur Asselineau dit, mais moi je suis très légaliste. Enfin, je veux dire, Hitler, il était arrivé au pouvoir de manière légale. C'est pas pour ça qu'il était légitime. C'est pas pour ça qu'il n'était pas un danger pour le monde, et y compris même pour son propre peuple. On a un point Godwin, je pense, là. Oui, en effet, oui. Ah ouais, ça c'est des trucs d'extrême droite, je suis désolé comme rhétorique. Hein. Mais bon... Voilà, le fascisme, c'est pas un danger en France. Bon, d'accord. Mais qui a dit ça, Émeric? Bon, alors laisse-moi terminer. Soir. Je parle même pas. Non, mais le fait de dire que n'importe quel discours de gauche vous ramène à la contradiction hitlérienne, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de... Mais qui a dit ça? C'est un discours... Qui a dit ça, à part toi? Non, mais je sais que c'est bien dans l'air du temps, vous regardez sur Internet, vous n'avez que ça. Répondons aux questions des gens, parce que là, tu t'égares dans des trucs, en plus, tu es seul à en parler. Il y a eu plusieurs questions, donc tu as commencé par celle de la contradiction principale, contradiction secondaire. Bon, il est évident que l'UE a été mise en place par cette mondialisation. Ce qu'on appelle la mondialisation, c'est-à-dire en fait un passage du capitalisme monopoliste d'État à une forme supérieure. Qui de toute façon, ça touche différents pays, je sais pas, qui ne sont pas forcément membres de l'UE et de l'euro. Donc faire comme François Asselineau penser que c'est en restant non seulement dans le capitalisme, et en plus dans sa version la plus libre-échangiste, puisqu'il veut rester dans l'OMC, en acceptant, en entérinant le traité de Lisbonne, puisque c'est ça l'article 50, c'est se servir du traité de Lisbonne alors qu'il est illégal, c'est nous soumettre aux attaques des marchés financiers. Donc de toute façon, et après il y a la question, je pense qu'elle est tout à fait recevable, pourquoi est-ce qu'on parlerait des impuretés de l'un et pas des impuretés de l'autre? Après, effectivement, il faut voir de la dynamique. Derrière Jean-Luc Mélenchon, il y a 20 millions du corps électoral, il y avait 130 000 personnes dans une manif. Donc ces gens-là sont pas tous d'accord, ils sont, y compris, le pire c'est que Mélenchon est obligé d'assumer, on pourrait dire, certains héritiers du Parti communiste français, parce qu'on ne serait pas à avoir cette discussion si on n'avait pas liquidé le Parti communiste français. Je suis désolé, je pense qu'il faut aussi partir de cette base. Alors c'est pour ça qu'il y a une dynamique. C'est pour ça qu'il y a des tensions, c'est pour ça qu'il y a des contradictions. Et je peux vous dire que ces contradictions, elles seront de plus en plus grinçantes. Et effectivement, je le dis clairement, il y a des gens comme Jacques Généreux, il écrit, là, je vois le bouquin, les 10 bonnes raisons de voter Mélenchon. Moi, j'aime peut-être des mauvaises de son point de vue, mais lui, il l'a dit, il est clairement pour rester. Donc, on n'est pas d'accord. Donc, ces contradictions, on les fera savoir. Donc, là, y compris, je vous dis, mais alors, la position de François Asselineau, moi, elle me semble arrêtée. C'est un point de vue qui est arrêté. C'est une conception de la nation qui est basée quand même sur une mythologie. C'est le problème de Gaulle, d'avoir une certaine conception de la France. C'est une conception mythifiante. La conception marxiste, je vous rappelle, c'est même pas la conception des républicains avec lesquels on peut avoir du même côté de la barricade, hein, le plébiscite de tous les jours, comme on dit. La conception des marxistes, c'est une construction historico-sociale. Vous connaissez la définition de Staline, il se trouve que c'est Staline qui a travaillé sur la question nationale. Donc quand on parle de marxisme-léninisme, c'est la définition de Staline, mais elles étaient respectées par Lénine, par, je sais pas, Thorez, Politzer, enfin tout le Parti communiste français. C'est un ensemble communautaire historique stable, conçu historiquement, une communauté de culture, c'est-à-dire construction historico-concrète. Donc il faut s'appuyer sur les caractéristiques de notre pays, ça j'y tiens. La France n'est pas... alors, François Asselineau l'a dit, la France n'est pas l'Angleterre, mais je vois bien parce que je sais qu'il cite il aime bien citer Emmanuel Todd, qui lui est un fixiste positiviste, qui a fixé les catégories sociales. Il se dit les Français, ils aiment bien un peu d'égalité, mais pas trop. Donc, et puis il a comparé la carte du communisme, la carte de l'alcoolisme. En fait, c'est la carte de l'urbanisation, tout simplement, parce que oui, effectivement, c'est plus les ouvriers qui sont communistes. Là, tu parles de il y a plus d'ouvriers dans les théories de Todd. Oui, mais ça n'a rien à voir avec Si, parce que Asselineau il est todien dans sa... Ah non, oui, mais ça s'appelle un amalgame. Pas le Todd récent. Excuse-nous, mais il ne faut pas exagérer non plus. Hein. Non, il est donc todien. pour l'instant, il s'agit de répondre aux objections qui t'ont été faites.
Donc, non, c'est intéressant parce que la conception sociologique de, je pense que j'y réponds, la conception sociologique de la France, en évoquant les idées de Todd sur l'alcoolisme et l'Union soviétique, je vois pas bien le rapport avec la question. Et surtout, jamais Asselineau n'a fait ce genre de comparaison. Donc, si. Donc tu le connais pas. Tu peux objecter. Non, mais tu peux objecter et en réponse à ce qui t'a été dit, mais réponds aux questions et n'impute pas ce que des tiers ont dit à ce qu'aurait éventuellement dit Asselineau. Je vais laisser éventuellement Laurent répondre à ça, mais le procédé est un peu gros. C'est tout ce que je voulais souligner. Voilà. J'ai vu Asselineau citer, et ça fait partie de ces... C'est vrai qu'il s'écarte peu de sa charte, sa Magna Carta, mais c'est vrai qu'il a assumé, pris sur lui, une certaine conception. Tu as vu Asselineau comparer la carte de l'alcoolisme à la carte des pays soviétiques. Dominique Pagani sur la question de pourquoi est-ce que ce procès en impureté ne peut pas être fait de la même manière. Je réponds, je suis en train de répondre. La conception de la nation qu'a Asselineau n'est pas une conception marxiste-léniniste, donc historico-concrète, elle est une conception positiviste. Donc d'ailleurs, mon contradicteur de gauche, il a le droit de se dire de gauche, c'est pas un drap, je comprends très bien, mais il a dit qu'il n'était pas marxiste, il est dans le néopositivisme logique. Enfin, c'est ça, on aurait pu en parler. Et je pense que le fait vous savez, le positivisme, c'est avec Auguste Comte, c'est le fait de ne pas vouloir mettre de cause dans les phénomènes et de penser qu'on peut les étudier un par un sans voir leur interconnexion. Ce mode de raisonnement, finalement, convient très très bien à M. Asselineau. C'est pas la conception dialectique. Je vous rappelle que le marxisme de haute intensité, c'est-à-dire celui qui n'est plus enseigné à l'université, c'est la dialectique de la nature, c'est la théorie du reflet. C'est un point de vue ontologique sur la matière. Et la matière en mouvement. Donc si on n'a pas déjà cette conception même de la dynamique et du mouvement, c'est-à-dire si on n'a pas un point de vue marxiste en fait sur la politique, déjà on n'arrivera pas à comprendre cette dynamique. Alors typiquement le positivisme, c'est le fait de rester à cette logique formelle qui n'est pas un drame en soi. Si on ne change pas dans le temps, le principe de non-contradiction, il est vrai si on n'est pas dans l'évolution temporelle. Donc, et un mode de raisonnement typiquement positiviste, et je ne vois pas comment un gaulliste pourrait s'élever jusqu'à la pensée marxiste-léniniste, je ne vois pas historiquement, peut-être qu'il peut comprendre. Mais il ne le revendique pas, il ne dit pas qu'il est marxiste, il ne dit pas qu'il va être marxiste-léniniste. En revanche, la question qui était posée sur Mélenchon, quand on cite Mélenchon, ici on cite toujours Mélenchon, pas les gens qui ont pas, dont éventuellement ils auraient fréquenté Asselineau, et ce qu'ils ont dit, parce que Todd, c'est pas Asselineau. Est-ce que je peux répondre sur ça? Donc simplement, non, mais ce qui serait bien, c'est que tu répondes aux questions qui ont été posées. Alors, donc tu as répondu aux deux premières, donc la question qui a été posée ensuite portait justement, il y avait une double question, une à Laurent, je suppose, qui va répondre. Tu peux la rappeler très brièvement à Aymeric, ta dernière question. Tu as parlé un petit peu de l'avant-gardisme dans la conception politique de Lénine. Et justement, je pense que l'avant-gardisme ne consiste pas à se mettre à la remorque d'une force politique incertaine, improbable, dont il me semble qu'elle contient le danger de liquider définitivement toute opposition marxiste-léniniste en France. Voilà. Et est-ce qu'il ne vaut pas mieux avoir, puisqu'il y a quand même un certain nombre d'organisations politiques... Là, tu parles de Mélenchon. Hein. Voilà, je parle de Mélenchon. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux, effectivement, mettre en garde et mobiliser idéologiquement, politiquement, ce qui reste des forces révolutionnaires en France, pour faire face à ce qui est la conclusion irréfragable d'une éventuelle victoire de Mélenchon à ces élections, qui sera que du fait qu'il ne sortira jamais ni de l'Union européenne, ni de l'euro, voilà, ni du capitalisme. Il va y avoir ni du capitalisme, forcément, et que donc, à partir du moment où il ne sort pas de l'euro ni de l'UE, il est frappé d'incapacité pour toutes ses propositions programmatiques, d'accord? Et est-ce qu'il n'y a pas là un danger, si tu veux, d'ouvrir un boulevard, ce coup-ci? Parce que alors là, je dirais, il y a déjà beaucoup de gens qui ne devraient pas voter à FEN. Mais si cette issue-là conduit à l'échec, c'est un boulevard pour 2022. Et on voit pour qui. Et ça c'est une grande responsabilité que seul effectivement un parti d'avant-garde peut anticiper. Bon, ça c'est une question sérieuse, c'était la dernière qui a été posée et qui s'adressait à toi. Ensuite on reprendra celles qui ont été posées à Laurent. La mise en garde, moi je l'ai fait dès maintenant, très clairement. Si on ne sort pas de l'euro, on ne fera rien. Donc on se me place déjà dans cette opposition-là. Maurice Thorez avait déjà annoncé la donne au moment du Front Populaire.
je ne me prends pas pour Maurice Thorez, on n'est pas dans cette situation, on est la famille politique Non, Mélenchon, communiste, c'est elle est résiliente. Est-ce que vous demandez à un communiste qui pense vraiment de Blum, je pense qu'il sera peut-être poli en mai 36, mais encore, il faut se rappeler que juste après l'élection, il y a eu les mobilisations populaires, c'était ça, c'est même pas, c'était quand même ça la donnée essentielle, c'est pas la personnalité de Blum. Donc mettre en garde, il faut toujours mettre en garde, et je pense que la position de Maurice Thorez qui était de non-participation, elle était juste. Mais ce qui a été en fait une décision aussi de l'international, parce que Maurice Thorez avait suggéré aussi avec Togliatti, bon, peu importe, mais en tout cas l'international avait évolué d'un seul et même mouvement à partir de 1934, c'était devant une menace fasciste, abandonner la stratégie délétère de l'affrontement classe contre classe, qui peut-être correspondait au PCF des années 20, parce qu'il fallait peut-être qu'il se renforce. Il y a cette dialectique d'un parti qui doit avoir ses fondamentaux. Je veux dire, Thorez met fin à une période de sectarisme dans le Parti communiste, mais elle était peut-être nécessaire, je veux dire, de cet affrontement au moment, par exemple, de la guerre du Rif. C'était nécessaire d'avoir un parti très structuré. Oui, mais quand on est très structuré, c'est pas Thorez du tout. Non, mais c'est pas lui que je compare à Thorez. Je pense que vous n'avez pas compris. Mais à partir du moment où une organisation a le centralisme démocratique, non, on s'en moque, Mélenchon. C'est pas la question. Si, la question porte sur Mélenchon. Voilà, là, moi je me moque moins des gens qui votent pour lui, et puis de toute façon, malheureusement, je le redis, il y a une urgence, tu as parlé de 2022, du risque du FN, mais il est aux portes. Il y a même pas que... Et même l'alliance avec Fillon, ça vaut pas mieux. Hein. On voit, franchement, le dit qui a jamais bossé de sa vie et qui veut faire bosser les autres, hein, donc le finir, vous voyez ce que ça veut dire en termes de... dans quel monde on va, je pense qu'il faut mettre un coup d'arrêt, il faut leur donner une baffe. Avec tout ce qu'on peut... Alors, il y a une citation de Lénine, il dit quand on fait la guerre, on prend les armes où on peut, il faut prendre n'importe quelle arme. Et on voit celle qui marche. Alors voilà, c'est un banc d'essai, et on fait comme on peut. Alors l'arme, sinon, c'est les 0,5% de braves gens qui veulent sortir des trois choses, mais pas du capitalisme. Pour moi, c'est pas une arme importante. Parmi ce pourcentage, il y a des gens qui... Excuse-moi, mais en plus, c'est extrêmement méprisant. Non, mais attends, tu vas répondre dans un instant, mais tu poseras ta question après, parce qu'il faut d'abord que Laurent réponde à tout. C'est juste que je tiens à la poser. Mais tu vas la poser. Donc, si tu as fini tes réponses, Laurent, tu réponds aux différents points. D'accord, tu commences par la dernière, donc. Oui, ce que vient de dire Émeric, sur les 0,5%, ça on verra déjà, et puis... c'est vrai qu'il peut faire plus. Non, c'est vrai. Je suis d'accord. Oui, je vois mal comment... Enfin, moi, je vais m'avancer un peu, mais comment il pourrait faire moins qu'aux dernières élections auxquelles l'UPR s'est présenté avec les... Bon, bref. Et là-dessus, on répond aux questions. Donc, il y en avait une, par exemple, que tu as posée concernant Asselineau. Non, mais on parle de mouvement. Mélenchon, c'est indéniable qu'il est soutenu par un mouvement. Mais c'est aussi un mouvement médiatique. Il a parfois été rudoyé par les journalistes, c'est vrai, mais c'est une espèce de tandem. Regardez, ça c'est après le meeting de Marseille, aujourd'hui en France, donc le Parisien aujourd'hui en France du 10 avril 2017, présidentiel. Jusqu'où ira-t-il? Le meeting d'hier à Marseille a confirmé la popularité grandissante du leader de la France Insoumise. Suffisante pour accéder au second tour de l'élection. Et alors là, après, il y a voilà, double page d'articles très, très favorables. Alors, le Parisien aujourd'hui en France, est détenu par Bernard Arnault. C'est donc la première fortune française. Il vient de reprendre sa première fortune au classement à Madame Bettencourt. 11e fortune mondiale. Alors je pratique pas une critique des médias suffisamment naïve pour dire que le propriétaire est tout puissant et qu'il peut imposer exactement le contenu qu'il souhaite dans les journaux qu'il possède. Mais quand même, si Jean-Luc Mélenchon menaçait sérieusement Bernard Arnault et les gens similaires, est-ce qu'il y aurait un traitement médiatique comme ça? C'est infaisable. Bon, d'accord, mais on a encore dit qu'on répondait aux questions. Il y a eu fasciste, il y a eu totalitariste, il y a eu bolchevique, il y a eu Robespierre, il y a eu Lénine. Si ça, venant de la part de la presse de M. Bernard Arnault et tous ses copains, c'est un traitement médiatique favorable, on peut effectivement sortir un numéro comme ça. Libération, Patrick Drahi. Oui. Sérieux. Ok, ok, mais là j'aimerais bien quand même pour courtoisie, pour les gens qui ont posé des questions, que tu répondes aux questions. Je suppose que tu as noté, etc. Il y en a on pourra aborder la question médiatique après, mais il y a d'autres questions. C'est quand même un point important de l'évaluation de la dangerosité du candidat Mélenchon par les classes dominantes. Oui. On est d'accord. Ok. Bon, donc tu as répondu, tu as produit ton objection. Patrick Drahi, 5e fortune française.
lundi 10 avril, pareil, traitement très très favorable, Mélenchon à bon port à Marseille, la France de plus en plus insoumise. Pas de la part de Libération ou de Limonde, on va pas se faire... Non mais d'accord, mais c'est... Donc, voilà. Oui, bon, hein, donc les questions. Alors du coup, j'espère que parce que je les ai oubliées. François Asselineau est très 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 loin de bénéficier d'un traitement médiatique comme ça. Oui. Il est hostile systématiquement. Vrai, hostile systématiquement. Totalitariste ou de fasciste ou tout ça, il faut prendre dans les deux sens. Conspirationniste, oui. Mais ça a été le cas d'ailleurs de Mélenchon qui a pu être associé par certains de ses, pas lui directement. Oui, mais attends. Oui, non, j'aimerais bien qu'on réponde aux questions. J'ai promis aux gens qu'on allait répondre à leurs questions. Alors je vais essayer. Déjà la composition de l'UPR. Il faudrait que les gens qui sont persuadés que c'est peuplé de gaullistes, de droite, tout ça, se rendent à une réunion publique, je sais pas, une rencontre comme ça entre adhérents, et parlent un peu aux gens, les observent, tout ça. Parce que la base populaire me semble beaucoup plus large qu'au parti de gauche, par exemple. Le profil des adhérents, extrêmement diversifié. Enfin, il y a des fantasmes un peu sur les troupes d'Asselineau, hein, comme j'imagine on va le fantasme de se faire représenter comme ça. Sur la sortie du capitalisme, tout ça. La charte de l'UPR et le programme de l'UPR sont très clairs. L'UPR, c'est un rassemblement temporaire. C'est temporaire, c'est dit comme ça dès le départ. Il s'agit de rétablir la souveraineté populaire, l'indépendance nationale, la démocratie. Et après les gens peuvent reprendre leur... Une fois que c'est pas un objectif anecdotique, hein. C'est pas avec Jean-Luc Mélenchon qu'on va l'atteindre, en tout cas, hein, apparemment. Et une fois que cet objectif est atteint, bah le libre jeu des différences politiques, idéologiques, reprend son mais dans un cadre pertinent. C'est-à-dire que là, on peut vraiment faire de la politique. Et pas dire, je veux faire ci, je veux faire ça, alors que c'est en contradiction avec les traités européens. Donc, il y a une hiérarchie de priorités. Ça ne sert à rien d'avoir un programme farouchement de gauche, en multipliant les propositions très radicales, et puis au final, ah ben non, je ne veux pas sortir de l'Union européenne. À moins qu'il soit contraint par l'histoire, parce que ça, on n'en sait rien. D'où la dynamique. Et ça, nous n'en savons rien. Ça j'attends de voir. Bon. La clarté a quand même un mérite en politique. Hein. C'est d'annoncer la couleur. Je me permets